Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième édition du podcast participatif de Télé-Sorbonne. On aimerait commencer par remercier l'Université Paris 1 pour son accueil et son financement du podcast. Et donc bienvenue à tous les auditeurs qui nous écoutent. Alors aujourd'hui c'est Apolline qui vous parle, je suis en compagnie de Simon. Bonjour. Et en compagnie d'Elisa qui travaille dans l'association Qu'importe. Comment tu vas Elisa ? Bonjour. Déjà merci de m'avoir invitée. Est-ce que je présente l'association ? Bien sûr. Alors Qu'importe, ça a été fondé l'année dernière, donc c'est une jeune association. L'objectif premier, c'est d'aider à trouver des salles, faire de la communication, etc. pour des événements d'artistes étudiants ou émergents. Et c'est aussi du coup destiné à par exemple des étudiants qui arrêtent leurs études pour lancer leur projet artistique. Des étudiants qui font des études qui n'ont rien à voir. On a eu des gens qui étaient en biologie, mais qui étaient aussi artistes à côté, et pour qui ça a beaucoup d'importance sur le parcours artistique. Je pense qu'un des problèmes quand on est jeune artiste, c'est de devoir faire un double boulot, en fait, de se promouvoir et de trouver une salle et de faire de la logistique, etc. Alors que peut-être ton truc, c'est de faire de la peinture, pas forcément de faire de la communication, et pas forcément faire de la logistique. Du coup, nous, l'idée, c'est de pallier à ça et d'aider ces artistes à se professionnaliser. Et du coup, vous êtes vraiment en contact avec des jeunes de 18 à 25 ans, peut-être même c'est plus ça. vieux. Peut-être que ça peut aller jusqu'à 27 ans quand même, je pense, pour les plus vieux. Il y en a beaucoup qui sont très jeunes aussi, qui sont plutôt 18-19 ans. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, j'imagine que tu vois en fait plein de profils super différents, autant humainement que même scolairement en termes d'expérience. Alors déjà, dans l'asso, il y a tout profil confondu. On est quand même plus dans la culture, hein, évidemment. Oui. Et les gens qui travaillent avec nous, il y a vraiment tout profil. Il y a des gens qui sont en école de musique, par exemple, à l'IMEP. Et il y en a qui sont en fait ingénieurs, qui viennent de commencer leur boulot. Enfin, il y a vraiment tout type de profil. Quel projet vous avez soutenu et accompagné ? Le projet qui a lancé l'association, c'était d'organiser un festival, donc le Sans Dessus Dessous, qui a eu lieu en juin dernier, donc on y est arrivé, ouais. Avant ça, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez d'argent, donc on a fait un événement qui était payant cette fois-ci pour faire une levée de fonds, et qui s'appelle le préambule et qu'on continue en fait maintenant, parce qu'on trouve ça aussi sympathique d'arriver à faire des petits événements avec seulement entre 7 et 10 artistes, alors que c'est vrai que le festival, on avait 43 artistes ou collectifs, donc en tout, il y avait peut-être 70 personnes à peu près. Donc c'était très très gros à faire au niveau de la logistique. C'était sur une journée, donc les changements de plateau allaient très très vite. Mais ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, en fait, un festival, des événements. On continue cette année avec 2-3 petits événements comme ça. On a commencé par l'événement musique et art de la scène, et on continue sur l'événement exposition, marché des illustrateuristes et performance en mai, et pour un festival l'année prochaine. Là, on prend un peu plus de temps entre chaque édition de festival, parce que c'est long à organiser. Donc dans ce podcast, vous allez entendre les 100 questions pour apprendre à se connaître. Et donc c'est un podcast participatif, et on va avoir la chance et le plaisir, on espère, de pouvoir entendre les expériences d'étudiants du campus de Saint-Charles, discuter avec nous. Et puis en attendant que les premiers arrivent, on va commencer par discuter tous les trois. Est-ce que quelqu'un a une petite question pour commencer ? Elle va être costaud, je te préviens. Qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin ? Je l'ai lu cette question en plus, et je me suis dit, si on me pose cette question, qu'est-ce que je réponds ? Tous les matins sont pas les mêmes en plus. Tous les matins c'est une très belle remarque que tu viens de faire. Je pense que ce qui me motive à me lever le matin, depuis que je suis arrivée à Paris, donc ce qui est quand même assez récent, ça fait un peu plus de 6 mois que je suis là, c'est l'engagement que je crée, on va dire, dans ma vie en ce moment. C'est-à-dire que ma vie a changé radicalement de la fin de ma prépa, donc l'an dernier, à mon arrivée à Paris. Je me suis intégrée déjà dans Télé-Sorbonne, même à la fac, donc un nouvel environnement. Et j'ai l'impression que ce que je fais donne du sens à ma vie. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, en vrai, je me dis, ok, j'ai pas beaucoup de cours, ce qui me permet de pouvoir faire des choses à côté, d'être à l'association, on organise le festival, même de pouvoir me renseigner encore et encore sur le monde qui bouge. Et en vrai, je pense que c'est ce qui me motive. Mais du coup, peut-être qu'on est un peu loin sur la question, mais du coup, c'est quoi tes engagements pour toi ? Juste être tournée vers les gens, en fait. Essayer de me tourner vers les autres, que ce soit dans ma vie politique, sociale, dans mes questions environnementales aussi. J'essaye de toujours réussir à m'interroger, à me questionner, et je pense qu'on n'a jamais fini de s'éduquer soi-même. Et je pense que c'est ça aussi que je compte vraiment dans la notion d'engagement. C'est que assez régulièrement, on entend dire autour de nous qu'il faut éduquer
Et du coup, je pense que c'est ça que je considère comme ma notion un peu d'engagement. Ça va être apprendre et un peu me stimuler sur ce genre de nouvelles questions qui peuvent me tirailler. Donc moi, je vais poser une question à toi justement, Elisa. Qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Question compliquée. Oui. Dans la vie, en De fait. toute Ouais, façon, dans la je vie. pense que toutes ces questions sont compliquées parce qu'elles invoquent des trucs très très larges chez nous. Mais je pense que ce qui m'inspire, c'est généralement les projets d'autres personnes. J'aime trop voir que les gens, ils ont plein d'idées, que ce soit juste de faire un fanzine entre copains ou de se faire des petits festivals tout seul à la maison de cinéma ou n'importe quoi, d'arriver à faire des trucs en groupe. Ça m'inspire beaucoup. Et peut-être l'art de manière générale, j'aime bien. Mais je pense que c'est souvent le cas pour les gens. C'est hyper inspirant. Du coup, tu penses que tu es stimulée aussi par voir des projets éclore Ouais. en face de toi, plus Ouais. que par rapport à tes projets qui peuvent être personnels. Bah ça va un peu ensemble du coup, parce que ça m'inspire à en faire moi aussi. Après c'est toujours le même problème, on a 1000 projets en tête et on va en faire un. Et c'est déjà super bien. Bravo Oui, à clair. nous quand on arrive à en Oui, faire c'est un. clair. Mais du coup, comme je travaille en groupe, généralement les gens avec qui je taffe, je suis toujours inspirée par eux et par leur capacité à s'engager, comme tu dis, leur capacité à... en plus, si on est dans le milieu du bénévolat, etc., à réussir à faire ça avec une grosse masse de travail, avec beaucoup de précision et avec beaucoup d'envie, alors que t'es pas payé, que tu fais ça sur ton temps libre et que t'as un taf à côté, des études, etc. Je trouve ça hyper inspirant. Je sais pas si vous les avez toutes lues, les questions, vous ? Non. Non, Pas du tout. parce Tellement que- pas. Je pas les du ai tout. imprimés sur le livre. vraiment, je les Ouais, ai pas lus. Du coup, je pense que ça va être au hasard. Hein. Allez. Bah, Simon, quel Vas-y. est ton talent caché ? J'aime beaucoup résoudre des sudoku qui ont Oh, des wow. règles très différentes du sudoku normal. En gros, il y a des règles additionnelles Ok. du type sur 3 cases, il faut que la somme des 3 cases fasse 10 ou 15 ou 20. Quoi. Ok. Et du T'aimes coup, bien te prendre la tête, quoi. j'aime bien me prendre la Ouais. tête et résoudre. Mais c'est stimulant. Hein. C'est hyper stimulant. Genre, c'est comme quand un travail ou je sais pas n'importe quoi qui est en face de toi qui a l'air hyper compliqué à faire et que tu prends du temps vraiment, tu vois, genre à force d'énergie et qu'au final tu arrives, cette satisfaction, elle est tellement incroyable. C'est le meilleur moment. Et en vrai, du coup, je comprends même si c'est des petits jeux ou quoi. Ouais. Et ça te donne pas l'impression de perdre ton temps. Mm. Tu vois, contrairement à, je sais pas, ce que je fais aussi, hein, mais regarder des reels Insta Oui. à longueur de journée. Oui. Je vais vous retourner la même question parce que je l'aime bien. Ok. Quels sont vos talents cachés ? Bah pareil, en vrai, je sais pas si c'est vraiment caché. C'est un peu caché parce que c'est vrai que j'en parle assez peu. Donc finalement, c'est plutôt caché en fait. Voilà. Mais j'écris pas mal. Et j'ai écrit 2 livres quand j'étais au collège-lycée. Waouh. J'ai écrit des nouvelles quand j'étais au primaire. Non, mais c'est dingue. Et là, j'ai écrit un livre. Voilà, je lâche la bombe. On a des invités. Moi, je m'appelle Gustave. Je suis très à l'aise. Et vous Moi, je m'appelle Marie. Moi, c'est Esteban. Bah écoutez, ravi de vous rencontrer. Pour commencer, vous, c'est quoi votre passion, votre plus grande passion ? Moi, je suis très intéressée par tout ce qui est autour du cinéma. Je suis en fac d'art, mais j'aimerais beaucoup plus me tourner vers la réalisation. Aussi beaucoup la musique. Ok, Et du coup, trop j'essaie de mêler chouette. un peu les deux. De mêler musique et, cinéma. ouais. Ok. Ouais. Enfin, que ça se sente en fait dans ce que je produis, qu'il y a des inspirations sur d'autres choses que je fais en musique, par exemple, ou des choses comme ça. Ok, c'est hyper intéressant. Et c'est quoi, par exemple, tes inspirations que tu peux avoir ? J'écoute beaucoup de jazz et du coup, j'essaie de mettre ça un maximum dans mes films. Ok. Par rapport à l'image, tu veux dire Non, plutôt par rapport au son que je mets en fond ou même Ok. aux thématiques que j'aborde. En passion, j'aime bien la vidéo aussi. Moins réalisation, mais juste plus sur les images, des trucs comme ça. Même si en soi, je crois que je crée encore moins qu'elle. Et j'ai découvert récemment que j'aimais beaucoup écrire. Ok. Mais juste écrire, c'est un papier, écrire. Moi, je sais pas ce que j'écris jusqu'à ce que ce soit fini d'écrire. Moi, c'est tout ce qui touche peut-être à l'illustration, Ok. le dessin. Je suis dans ça depuis très longtemps et voilà, c'est tout. Vous êtes tous des artistes, en Ouais. tout cas. Et vous avez tous un peu un point d'ancrage différent. Est-ce que vous voulez vous-même nous poser une question ? Ouais, carrément. Qu'est-ce qui vous rend heureuse ? Qu'est-ce qui me rend heureuse ? Je sais pas, je réfléchis, je répète la question pour gagner du temps, tu vois. C'est la technique de politique. Ça. Qu'est-ce qui nous rend heureuse ? Oui, bah, toi, est-ce que toi, tu sais ce qui te rend heureuse ? Retourner Je la retourne. question, c'est encore mieux. Je vais faire voir là. Gagner du temps. Non. Qu'est-ce qui me rend heureuse ? Des copains.
Moi, je pense que c'est. En fait, je dirais presque qu'est-ce qui me rend pas heureuse. Parce Ok. que dans la vie de tous les jours, il y a genre tous les petits trucs. En fait, je saurais même pas définir ce que c'est vraiment être heureux ou pas, donc c'est compliqué. Mais les choses qui font plaisir, j'imagine. Qui t'apporte du bonheur, de la Bah, satisfaction. c'est mes passions, c'est créer. Quand je touche à mon téléphone, après, ouais, il y a un sentiment de culpabilité parce que j'ai l'impression d'avoir perdu du temps des fois. Mm. Et je me dis, c'était pas constructif et ça a rien apporté à ma vie en fait. Ce que je viens de voir de scroller 30 minutes là, j'ai rien appris en fait. Et du coup, ouais, c'est ça, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Et ça, c'est les choses qui me rendent pas heureuse. Ok. Mais sinon, à part ça, dès que je crée et que j'essaie de toucher à des choses qui sont, je sais pas comment dire, dans le monde concret, dans la vraie vie. Bah, tout me rend. Enfin, je suis assez ouverte à tout par rapport à ça. Et dans ce que tu dis, je trouve qu'il y a un truc vrai, c'est même pas c'est que ça nous rend assez vide en fait. Et en nous rendant vide, ça nous apporte pas quelque chose comme du bonheur, une activité, Ouais. voir des gens bouffer un truc qui vont nous apporter une émotion, qui vont nous faire plaisir quoi. Ouais. Bah nous on est plutôt vide quand on est sur le téléphone. Oui. Il y a un peu rien. Moi, je pense que ce qui me rend heureuse, c'est aussi de voir que ce que je fais va avoir un impact positif sur les gens qui Oui. m'entourent. Ouais. C'est-à-dire que, pareil, je suis aussi dans un milieu assez créatif, artistique, où je côtoie beaucoup de gens avec qui on a des projets, que ce soit avec Télé Sorbonne ou même dans ma vie de tous les jours. Mais le fait de réussir à mettre en place des projets, des activités et de voir que dans les yeux de mes copines, de mes parents, de mes frères et sœurs, ça les rend fiers, Oui. ou je vais peut-être parfois permettre à une ou un ami de créer un projet par exemple, ou de l'aiguiller jusqu'au bout du projet. Ça, je ressens vraiment du bonheur. Et je pense que, alors c'est peut-être un peu bateau aussi, mais je pense que la chose qui me rend le plus heureuse, en vrai, c'est tout simplement d'apporter du bonheur autour de moi. Ok. Je pense que les fois où je me sens vraiment malheureuse, c'est parce que je vais être en tension avec des gens qui comptent pour moi. Ouais, Et je pense que ça joue énormément, vu que je suis une personne qui a énormément de liens sociaux très Ouais. forts avec les gens qui m'entourent. J'ai constamment besoin de stimuler mes relations amicales, amoureuses, familiales, ou tout simplement mes relations. C'est intéressant ce que tu dis parce que je me rends compte que c'est plus facile de voir ce qui nous rend malheureux que ce qui nous rend Ouais, c'est heureux. ça. Peut-être parce qu'il y a pas mal de trucs très différents qui nous rendent heureux. Et aussi, moi, j'ai que des trucs clichés en tête, quoi. Genre, si on me pose cette question-là, je suis à réussir un truc. Oui, ça me rend heureuse. Ouais, mais Voir mes c'est- copains, manger, en vrai, c'est- prendre une douche chaude. Enfin, C'est bien parce que tu vois, et c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que quand tu dis, on voit beaucoup plus les choses qui nous rendent malheureux que heureux. Mais c'est comme, j'avais entendu une phrase qui disait souvent on se complaît aussi dans les erreurs qu'on a fait. On va dire, j'ai fait telle erreur à beaucoup s'en vouloir. Mais on voit pas les erreurs qu'on n'a pas fait ou qu'on a évité de faire. Ouais. Ou toutes les choses positives qu'on a pu mettre en avant. Et je pense que tout ça, c'est des changements de perspective qu'il faut en fait tout simplement qu'on ait, surtout à nos âges. On est quand même très vulnérable par rapport aux expériences qu'on vit, qui nous façonnent, et on est beaucoup construit par un environnement extérieur, que ce soit à la fac, par rapport à une relation un peu académique, à nos notes, la pression des licences, des masters, ou même simplement dans nos relations sociales, ou dans les ambitions qu'on a envie d'avoir ou d'élever. Je pense qu'il y a aussi beaucoup ce changement de prisme qu'il faudrait adopter, de pas forcément toujours voir les choses qui nous rendent pas forcément heureux ou heureuses, mais peut-être ce qu'on a réussi à accomplir aussi, en fait, Ouais. en tant que personnes qui ont entre 18 et 25 ans. Ouais. Et voilà, on est quand même dans un monde qui évolue, et qui évolue pas forcément toujours en bien et en positif. Donc je pense que c'est aussi important de voir des changements de perspective. d'ailleurs, en parlant de monde, si vous pouvez changer un truc dans le monde, qu'est-ce que vous feriez? Je sais pas du tout. Non, j'ai pas d'idée de trucs changer dans le monde. Je me pose pas des questions sur ce qui pourrait changer dans le monde la plupart du Je temps. crois que j'ai parce inventé la question, d'ailleurs, je la vois Non, plus. je l'ai vu. Ah ok, d'accord. Bon, c'est pas grave, c'est les Au questions à pire, bien. au pire. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour changer le monde? Ah, oui, c'est différent en fait. Qu'est-ce que j'aimerais faire pour changer le monde? J'ai pas de. Quand on parle souvent des grands trucs de paix, d'écologie, des trucs comme ça, moi, c'est pas des trucs auxquels je pense le plus. Non, les trucs que moi j'aimerais bien faire et proposer au monde, c'est un truc que moi j'ai beaucoup utilisé, c'est des sortes de. Que ce soit des espaces, soit à travers internet ou en vrai, ou des trucs comme ça, créer des moments où c'est un peu une sorte de bulle où tu penses plus du tout à ton quotidien, plus rien du tout, et des moments où ça allait pas très bien dans ma vie, moi ça m'a beaucoup aidé. Donc je me dis, j'aimerais bien être capable de recréer des environnements comme ça ou des projets qui créent ça pour libérer un petit peu les gens de leur pression quotidienne. Mais, et du coup, moi c'est des trucs que j'aimerais bien pouvoir apporter au monde. Quand tu dis ça m'a permis de
de me couper du monde quand j'avais des problèmes, par exemple? Ça va être quoi que Au début, c'était considères très basique. En soi, c'était vraiment. Enfin, je regarde un film, je regarde des vidéos de gens qui s'abusent, de trucs comme ça. Ça fait. C'est ça, je me plonge vraiment dedans. Quand c'est un film, ça, je me plonge dans l'histoire. Je suis avec eux pendant 1h30 ou un truc comme ça. Du coup, pendant ce moment-là, je pense plus du tout à ce que j'ai autour. Donc, c'était beaucoup par la vidéo avant. Et maintenant, il y a des trucs. Enfin, c'est un peu plus dans le social maintenant en grandissant. Donc, rencontrer de nouvelles personnes, discuter, découvrir de nouveaux trucs. Ou du coup, je pense plus à mes problèmes de ma vie à moi et je suis juste en train de découvrir la vie de quelqu'un d'autre ou des trucs, je sais pas, des concerts, des séances de cinéma, plusieurs de trucs comme ça. Donc en plus de voir un projet qui se concrétise sous tes yeux, t'as tous les gens autour avec qui le partager. Et, ce que tu dis, ça me donne un peu l'impression qu'en fait, t'aimerais qu'on se refocalise peut-être sur le groupe, moins que sur l'individu. Peut-être je vais réussir à recréer des espaces où on est plus sollicité, parce que c'est quelque chose qui me manque aussi, c'est ce côté, je pense, de contact qu'on perd aussi et qu'on réinvestit aussi petit à petit. Mais moi, je pense qu'en vrai, ce qui est intéressant, c'est changer des choses qu'on va nous apprendre quand on est enfant, parce que quand on est enfant, c'est là qu'on est en train de se construire. Et du coup, pour moi, si à l'école primaire, on nous ouvrait déjà un peu plus soit à la discussion sociale, soit à l'art, même à tout ce qui est, je sais pas, théâtre, pour aider à avoir de l'expression de soi, de la confiance en soi. Je pense que en fait, si à partir du moment où quand t'es enfant, on va t'apprendre énormément de... Enfin, on va t'aider à te développer, à avoir confiance en toi et à être intéressé par plein de choses, je pense qu'après, quand tu es adulte, ça t'apporte énormément, tu es beaucoup plus ouvert et je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes parce que c'est là que tu deviens l'adulte que tu vas être. Quoi. Je suis tellement d'accord. D'ailleurs, ça fait penser à un podcast justement qui est sorti il y a quelques mois, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle C'est quoi l'amour maîtresse de Lola Rivet. C'est un podcast de Binge Audio présenté par Le Cœur sur la table. Et c'est justement une professeure qui a fait un peu une expérience avec ses élèves où elle leur a appris entre la fin de la maternelle et la primaire des relations affectives, relationnelles, sexuelles, etc. Et qui montre que justement c'est dans l'enfance que tous les idéaux après ils se construisent et que c'est hyper important de revenir là-dessus. Ouais, il est 56, on a cours à 15h. Pas de soucis. Écoutez, c'était un plaisir de vous avoir et de discuter avec vous. Merci beaucoup d'être venu. Tant mieux. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Quel est le plus grand défi que tu as surmonté? Waouh. Le plus grand défi que j'ai surmonté. Donc ça veut dire que j'avais un problème, un obstacle devant moi et que j'ai réussi à m'en sortir malgré tout, dans l'idée. C'est un petit peu ça. J'ai réfléchi, parce qu'en fait le premier truc qui vient en tête, je trouve, pour moi en tout cas, c'est un peu les études. Genre à chaque fois je suis un petit peu, je suis pas particulièrement une mauvaise élève, mais je trouve ça dingue à chaque fois d'y arriver quand même à le faire, je sais pas pourquoi. Après je sais pas si c'est le plus gros défi que j'ai surmonté, peut-être l'écriture de mémoire de recherche quand même, mon Dieu. C'était trop long, donc ça d'une certaine manière c'était un défi parce que jusqu'à la dernière minute je pensais abandonner, mais je l'ai fait. Par contre, en vrai, je pense que les plus gros défis qu'on doit surmonter dans sa vie, c'est plutôt des trucs émotionnels que du travail en réalité. C'est peut-être des trucs un peu plus deep, quoi. Genre surmonter la mort de ses proches, surmonter en soi, c'est-à-dire y réfléchir et réussir à rester in touch avec ses émotions et continuer sa vie quand même. Voilà, je pense que c'est un des plus gros défis. Il n'y a pas forcément de bonne manière d'y arriver, ou même de façon d'y arriver tout court, parce qu'en fait, il y a certains défis, je pense, il n'y a pas vraiment de réponse ou de solution pour réussir à faire en sorte que tu passes à travers ou que tu passes au-dessus. Je pense à un deuil, par exemple. Je pense qu'on passe jamais vraiment au-dessus de la mort de quelqu'un qu'on a aimé, même si on apprend à vivre avec. C'est pour ça que c'est pas vraiment un défi quand même, et c'est pas vraiment surmonté. Je suis allée un peu à côté de la question. Mais non, je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est quand même une forme de réussir à faire avec ses émotions. Vous voyez, le fait de réussir à se poser, à se dire ok, là je suis en train de ressentir ça, et en fait ça va impacter en positif et ou en négatif ma vie, et j'ai envie de peut-être prendre les choses en main, etc. Et juste même se poser avec ses émotions, qui est un travail tellement fastidieux et courageux. Je pense que c'est un défi qui n'est pas évident. On n'a jamais fini en plus de réussir à évoluer avec ça. Ouais, ça paraît plus facile de tout mettre sur le côté que de vraiment dealer avec... J'arrête pas de dire des mots anglais, c'est insupportable. In touch, deep, dealer, mais qu'est-ce que c'est que ça? In touch. Ouais.
insupportable. Moi, j'ai posé une question à Simon. On va Vas-y. revenir sur des questions un petit peu plus peut-être simples. Enfin, je sais pas d'ailleurs, mais quel est le livre qui t'a le plus influencé? Malheureusement, elle est un peu cancelled aujourd'hui. C'est Harry Potter. Ah ouais. Mais bon, et c'est compliqué de voir l'évolution du truc parce que J.K. Rowling, franchement. Mais heureusement, quand on voit que les acteurs et les actrices se démarquent d'elle, ça fait quand même Oui. d'autres modèles pour ce même univers que l'autrice initiale. Mais ouais, c'est clairement ça. C'était un truc de magie dans mon enfance qui m'a donné l'envie de croire que la magie existait et l'envie de la chercher. Bah, elle n'existe pas, malheureusement. Super. Super. T'étais mais un Potterhead. j'étais un Potterhead. Ah. Ouais, Moi aussi. ouais. Tellement. Et j'ai grandi de maison. Au début, c'était évidemment Gryffondor parce que je réfléchissais pas Chacun, trop. ouais. Ensuite, c'était Serdaigle et maintenant, je pense que c'est Poufsouffle, ma maison préférée. Parce que je pense qu'elle est toujours sous-évaluée. Tellement d'accord. Et alors qu'elle est trop bien. Déjà, moi, quand j'étais petite, je faisais des tests. Moi aussi. Quelle maison es-tu? Et dès que j'avais le pouf souffle, je le disais à personne. Ouais. J'étais là, non, mais je suis une Gryffondor. Ouais, non, mais je en suis fait, clairement, je suis hyper courageuse. Alors que bon, voilà. Ah oui. Mais ok, trop bien. Voilà, donc je dirais que c'est ce livre, je pense. Ok, du coup, je m'appelle Ralia. Ok, enchanté. Bonjour Alia. C'est pas les alcooliques anonymes. Je m'appelle Dimitri. Ok. Moi, je m'appelle Semi. Et moi, c'est Simon. Bonjour Enchanté. Simon. Enchanté. C'est quoi votre plus grand rêve? J'ai vraiment pris la Il a clé. j'ai pris. Qui veut commencer? Toi. Moi. Alors, mon plus grand rêve, je pense Un que podcast c'est déjà... Faire un Déjà, podcast oui. en 2024. Vraiment, c'est ça. C'était dans mes objectifs de 2024. Mais je pense que mon plus grand rêve, c'est de faire un jour mon propre dessin animé de A à Z. Ah, c'est ouf. Et je Me sais dit, c'est exactement ce que je veux comme histoire, etc. et tout. Et en général, dans ma vie, je prévois toujours les choses beaucoup trop en avance. C'est-à-dire que je sais dans quelle ville je veux habiter plus tard, combien d'animaux je veux avoir, quelles seront leurs races et leurs noms, le style d'appart que je sais tout. Donc mes rêves sont très fixes. Donc, C'est un voilà. penthouse à Toronto. non, c'est pas à Toronto, c'est à Mais New c'est un York. penthouse. C'est un penthouse à New York avec 4 animaux de compagnie. Enfin, moi, actuellement, ce serait. Je vis vraiment dans le moment, je me projette pas trop. Actuellement, C'est ce que là. j'aimerais faire et mon rêve, c'est que j'aimerais que ça se réalise vraiment, c'est dans cette année. Pour cette année-là, ce serait finaliser et enfin pouvoir sortir ma marque de vêtements. Trop bien. C'est ouf. l'inspiration en tout cas de la marque de vêtements, c'est sur l'automobile et la grosse base en tout cas de tout ça prend l'inspiration de l'univers automobile de A à Z. Le but c'est vraiment de mettre cet art-là, parce que pour moi je considère ça comme un art tout au bout, tout représenter, mais pas forcément mettre les voitures en avant sur le vêtement, vraiment mettre tout ce qui tourne autour de ça dans le vêtement, que ce Ok. soit le pilote, les livrets qui marquent beaucoup, c'est ça que j'aime bien et vraiment essayer de représenter ça dans la marque, cet effet un peu publicitaire qu'ont les voitures. Parce que c'est vraiment ça, c'est des panneaux publicitaires mais qui vont vite et ça j'aime bien. C'est ça que j'aime bien représenter. Trop bien. C'est ouf. Bah moi écoute, moi vous j'ai remarqué c'est surtout des projets de travail etc. Mais moi en vrai c'est surtout le voyage, j'aimerais bien faire un tour du monde. Donc je sais pas comment ni quand je ferai En ça, mais 80 jours. exactement. Avec Jules Verne, je vais le déterrer là. Pas mal. Et en fait, peut-être je réparerais un van que j'achèterais, je sais pas moi, sur le bon coin. C'est très précis pour des trucs que je sais pas. Eh, tu te pris pour Damso frère, c'est comment tu Vraiment, vois je sais pas, après il donne exactement la référence du van. C'est un Volkswagen WD quoi. Après, je sais pas. Hein. En vrai, récemment, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire de la musique en vrai. En fait, Allez, c'est quoi votre prochain tatouage? Alors moi, c'est glauque un peu dit comme ça, mais ma grand-mère s'était tatouée une fleur et à son décès, j'avais dit que je me tatouerais également cette fleur en rappel à elle. Mais C'est quoi je comme trouve C'est quoi la fleur? une rose. je sais pas si je me fais tatouer en fait. Parce que en vrai, je trouve ça beau. Esthétiquement, ce que ça fait, j'aime bien ce que c'est. Il y a des messages qu'on peut faire passer avec ça justement, mais je sais pas si je vais en faire un. C'est surtout lié à la religion. Moi, je suis chrétien et c'est assez débattu dans la religion chrétienne justement de si c'est autorisé ou pas. Il y en a qui disent que ça l'est, d'autres que ça l'est pas, d'autres qu'il faut que ça mette en gloire Dieu. Et moi, je préfère ne pas risquer à le faire, quitte à ce que j'ai le droit, mais au final, je veux pas le faire. Mais j'hésite de temps en temps, j'ai envie, de temps en temps, je le fais pas. Je sais qu'il y a un tatoueur à côté de la fac, Ouais. peut-être un jour, Ouais. sur un coup de tête. Je le vois toujours J'y quand je vais. vais manger lui. Mais toi, du coup, moi j'en ai plusieurs parce que en fait, je me suis promis que tous les tatouages que j'allais faire, c'était des tatouages que j'allais dessiner moi-même. Oh wow. Du coup, je les ai tous dessinés moi-même et la plupart, en tout cas pour l'instant, de ceux qui sont finis à 100%, c'est par rapport à des paroles de musique qui m'ont vraiment
qui ont changé ma vie et qui ont changé ma façon de voir les choses. Et en fait, tous les tatouages que je veux faire, c'est même si dans 50 ans, peut-être que je n'aimerais plus cette personne-là, que j'aimerais plus ça, je sais que ça va me rappeler une période de ma vie et un moment où j'ai évolué dans une certaine manière. Et donc, ça fait comme si j'étais un livre, entre guillemets, ça raconte un peu l'histoire de tout ce que j'ai vécu. Et donc voilà, sinon il y a des petits symboles par rapport à mes parents, par rapport à mon père surtout, des trucs comme ça. Mais la plupart c'est des dessins que j'ai dessinés. Mais c'est un peu toute la question de tatouage ou pas de tatouage, de genre, qu'est-ce que tu veux faire durer sur ton corps ou au contraire pas faire durer de choses en te disant, voilà. Mais je suis d'accord, moi je suis dans le même truc, moi j'en ai pas. Ouais. Et le seul truc qui m'empêche d'en avoir, parce que je trouve ça hyper beau et tout, c'est de me dire, je sais pas si j'ai envie d'avoir ça sur mon corps à jamais. Et en même temps, ce que tu dis a vachement de sens. Parce que c'est genre, oui, effectivement, je le voudrais pas forcément dans 50 ans, mais c'est un rappel que je l'ai voulu il y a 50 ans, quoi. Et c'est surtout que, pour moi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font des tatouages pour faire des tatouages, et je suis absolument pas contre, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, personnellement, je me verrais pas faire un tatouage juste parce qu'il est beau. Je me verrais faire un tatouage parce qu'il a une signification profonde pour moi. Et qu'il représente une partie de ma vie. C'est pour ça que je me dis que même si je fais un tatouage maintenant à 18 ans, qu'à 40 ans aussi, quand je vais le regarder, je vais pas être dégoûtée du truc, je vais pas me dire « Oh là, encore toi, encore là, toi !» Encore toi, bordel. C'est ça. Ça fait 20 ans que t'es là. C'est ça, exactement. Alors qu'au final, c'est vraiment quelque chose qui représente un moment et qui représente même parfois une façon de voir les choses à une certaine manière. Et donc, ça montre une évolution. Donc c'est pour ça que j'aime bien le fait de faire des tatouages qui ont une vraie signification derrière. Quel est le lieu où vous aimeriez vivre ? J'ai déjà dit. Alors New York Penthouse, ça on a la réponse ici. Pour vous. Tu commences ? J'ai pas de. En vrai, j'aimerais pas vivre à un endroit fixe. Ça s'appelle un SDF. Nomade. Mais... non, pas nécessairement. Pas en fait, forcément. j'aimerais juste. Moi, je comprends un vagabond. J'aimerais juste partir partout, je pense. Faire 2 ans ici, 2 ans là, un truc comme ça ça. me dérangerait pas, mais du coup, c'est un bon plan ça. Si je m'y prends vraiment bien, ça prendra pas toute une vie. Non, ça prend pas toute une vie. Alors que je me dis, par exemple, si je reste à tel endroit 2 mois, à tel endroit 1 an, à tel endroit 3 ans, au fur et à mesure, il va se passer des choses. Alors, je finirai certainement célibataire à 90 ans. Et au moins, tu seras heureux. Voilà, ça me dérangerait pas de juste croiser des gens, discuter, etc. Je cherche pas forcément l'amour tant que ça. Et c'est mis pour le lieu où tu aimerais vivre ? Alors honnêtement, je sais que ce sera tout sauf Paris. Je peux pas. Je peux pas. Il y a trop de bruit dans cette ville. Trop. En plus, ce que je trouve dommage, c'est que c'est une ville qui honnêtement réunit énormément de diversité. On est tous là. Toutes les diversités ethniques et culturelles sont rassemblées dans un même pays, dans une même ville. Tout est concentré en son sein et pourtant, j'ai pas l'impression que ça respire quand même la joie de vivre. J'ai pas l'impression que les gens sont souriants. Faut juste voir la gueule des gens dans le métro. C'est vraiment pas intéressant. Et honnêtement, même tout ce qui concerne la pollution sonore, atmosphérique et tout, c'est pas ouf. Non. J'ai vécu 10 ans au Sénégal. Honnêtement, je me dis des fois on me pose la question si oui ou non j'aimerais y retourner, mais même dans ce pays-là, il y a trop de problèmes. Donc, en vrai, je sais pas encore. Je sais pas. Okay. Je vois pas. Je me projette pas là. Pour l'instant, je suis chez mon daron dans une belle maison de retraite. Ça me va. Ça, c'est bien. En fait, je trouve que c'est assez compliqué comme question parce que, en fait, en tant que Français, il y a beaucoup, surtout de notre génération, il y a beaucoup de gens qui veulent partir de la France. Moi, ça fait 13 ans que je suis ici, je suis pas né en France. Toi, tu es pas né en France. Moi, je suis venu à 6 mois, moi. Voilà. Et Simi, il est né en France, mais il a fait un aller-retour. C'est ça, un big aller-retour. Hein. Ça a pris du temps. Mais en fait, j'ai l'impression que la plupart des jeunes Français veulent tous partir. Mais c'est compliqué de se projeter dans quel pays on veut aller parce qu'on n'a pas forcément d'informations. Par exemple, je sais pas, je dis oui, je veux partir vivre au Canada. Mais je sais pas comment ça se passe là-bas réellement. Et je vois que ce qu'on m'en dégage. Et c'est compliqué de se projeter. C'est pour ça que j'ai pas forcément de réponse et que j'aimerais aller un peu partout pour essayer. Et peut-être je partirai au Brésil et je vivrai là-bas direct. Mais par contre, je rebondis sur ce que tu as dit. J'ai l'impression que c'est pas qu'en France en fait, c'est vraiment partout dans le monde. Tout le monde a l'impression que partir c'est la solution. Parce que c'est ça. Par exemple, vu que j'étais en Tunisie il y a même pas. À mettre en tatouage. Ouais, c'est ça. Exactement. En très bon. Mais vu que j'étais en Tunisie avant, je me disais c'est de la merde ici et tout, je veux partir en France, et tout. Et depuis que je suis là, je me dis j'ai envie d'y retourner parce qu'on se dit toujours qu'il y a mieux ailleurs parce que tout ce qu'on voit avec le soft power, etc. des pays qui montrent la culture, etc. Ça dégage juste des choses pour nous dire venez dépenser votre argent chez nous, etc. C'est mieux ici. Alors qu'en fait pas forcément. Pas forcément. Du
coup, je pense que c'est pas qu'un phénomène qui est en France, c'est vraiment un phénomène qui est partout parce qu'à cause des réseaux sociaux, etc., on se dit toujours ah mais là-bas c'est mieux, là-bas c'est mieux, là-bas c'est mieux. Et toi, tu veux aller où? Enfin, Je suis jamais de ma vie allé. Moi, je suis franco-américain. Du coup, j'ai fait un petit peu. t'es né les en États-Unis. France? Je suis né en France. J'ai une mère américaine. Du coup, je connais un petit peu. Mais j'aimerais beaucoup aller en Asie. Et en fait, il y a des endroits d'Asie dont j'aimerais mieux comprendre la culture et même potentiellement connaître la langue avant d'y aller, genre le Japon, tu vois. Ouais. Ça aussi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vraiment un truc, mais je connais rien du tout. C'est le pur Mais ça- fantasme de l'inconnu Genre. pour le moment et de genre, oh, ça pourrait être cool. Bah oui. Mais en fait, tout j'aimerais pourrait être cool. tout pourrait être cool, c'est ça. Mais du coup, j'aimerais bien faire ça. Mais j'ai fait un peu des trucs, genre des treks dans des endroits en Europe et c'est trop stylé. Voilà, Ouais. sans van, du coup. Ouais. Mais en vrai, c'est trop cool. Et genre, quand on dit l'herbe est plus verte ailleurs, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'herbes vertes En France, quoi. en France ou dans des pays juste à côté, où tu vois, où ça. tu peux prendre le train. Bon, La Suisse. pas maintenant parce que c'est trop cher, mais Vraiment. Yo, moi du coup c'est Pierre et on retrouve Apo tout là-bas. Coucou. Bonjour la peau. Apolline. Apolline, c'est mon petit surnom. Quel est votre souvenir le plus précieux? C'est un peu émotionnel là. Vous allez bien trouver quelque chose à me raconter quand même. Moi, je sais. Ah non, c'est juste que j'entendais plus dans le micro. Il y en a plusieurs, mais je sais, je pense, Ah non, celui c'est bon. qui est le plus. Enfin, c'est le meilleur souvenir que j'ai, le plus beau souvenir que j'ai. C'est en fait dans mon lycée avant, il y avait un truc à la fin de l'année qui s'appelait la journée des talents et il y avait une grande scène, etc. Ouais, je sais que tu connais le souvenir. Il y a une grande scène, etc. Et on passe, ceux qui ont un talent, entre guillemets, passent sur scène, il y a tout le lycée, il y a tout le monde. Et j'avais organisé du coup pour mon année de terminale, j'étais montée sur scène parce que je l'avais fait avant, et j'avais ramené mon meilleur ami et une autre amie à moi, mais en tout cas j'étais très très stressée parce que c'était une chanson très compliquée à chanter, etc. J'avais répété pendant très longtemps, c'était mon dernier jour au lycée, du coup en plus il y avait l'émotion. Et je me rappelle, après avoir fini, du coup je suis descendue de scène avec mon meilleur ami, et la première personne que j'ai cherchée c'était mon cousin dans la foule, parce qu'on était dans le même lycée. Et juste, je lui ai fait un énorme câlin et après tous mes amis, mes meilleurs amis, tous mes autres cousins, etc. sont tous venus me faire un câlin et je pense que c'est le plus beau souvenir que j'ai. C'est trop mignon. Tu t'es sentie J'étais très fière de moi fière déjà. et je me aimée suis- aussi. C'est ça, j'ai senti que je les rendais fiers eux aussi. Du coup, ça m'a fait très plaisir. Et vraiment, c'était une scène d'un film. Et j'ai une photo d'ailleurs du truc, parce qu'une amie à moi nous a pris en photo sans qu'on le sache, mon cousin et moi. Et du coup, voilà, je pense que c'est la plus belle photo que j'ai sur mon téléphone. Moi, c'était au Sénégal. On était en CM2, en classe de CM2. Je crois que on approchait de la fin de l'année et de l'entrée en 6e. Et ce qui est marrant, c'est que le système éducatif sénégalais est différent du système français. Durant toute l'année, on a beaucoup d'examens, beaucoup de compétitions. On essaie de voir qui de toutes les classes est le meilleur, qui est le pire. Du coup, c'est miskin pour le dernier parce qu'on connaît. On sait qui c'est. Et là, à ce moment-là, on avait un concours de préparation pour l'entrée en 6e dans une école différenciée. Du coup, c'était toutes les écoles de Saint-Louis qui se battaient, entre guillemets, mais qui confrontaient ses meilleurs élèves. Et on était dedans. Et le jour des résultats, je n'oublierai jamais, on était tous venus avec 1 heure ou 2 heures d'avance. On avait vu qu'on était tous là, on pouvait aller partout dans l'école, il y avait une église en plus, c'est ça qui était bien. Dans l'école ? Ouais. Genre t'avais l'école, marrant. genre vraiment ça fait comment Notre-Dame de Lourdes, t'avais l'église, puis ensuite genre t'avançais un tout petit peu, t'avais la cour et après t'avais l'école. Ça, c'est marrant. Et parce du que coup, nous, le Sénégal, c'est plus un pays. Ouais, c'est musulman, en fait. musulman, mais ce qui est bien dans ce pays, c'est que j'ai vraiment kiffé, c'est que la coexistence, L'ouverture l'ouverture culturelle, culturelle Ouais, est c'est là, ça. genre on cohabite, y a pas de problème. Les musulmans fêtent leur fête avec les chrétiens et tout, mais pas nous. Et du coup, on était entre potes et tout, et ce que j'oublierai jamais, c'était que on s'amusait. On savait que dans 1 ou 2 heures, on aurait le stress des résultats, mais on était quand même là, on s'en foutait. On était tranquille, on s'était jamais aussi bien amusé. Et on s'amusait même avec des gens qu'on ne connaissait pas et qui étaient d'autres écoles. Ouais. Je trouve ce moment-là, à chaque fois que j'y pense, genre, je me dis, putain, je revois le visage de tout le monde en train de sourire, en train de courir autour de l'église, on jouait à chat. alors qu'on avait quoi, 13-14 ans. Mais l'esprit de compétition, il a été oublié, quoi. Alors que tu as dit que c'était un truc C'est ça, vachement compétitif. c'est ça, et tout, Au final, ils avaient pris 2 ou 3 heures de retard sur les résultats. Du coup, on a joué avait 5 presque- heures d'avance. C'est ça, alors qu'on avait 5 heures d'avance. Du coup, on a joué tout l'après-midi. Et vraiment, cette joie-là, on l'a retenue jusqu'au bout. Même après les résultats, au final, on l'a tous eu. Voilà. Et on était encore plus contents. Félicitations. Ah ouais, moi en fait c'était en terminale, Mhm. parce qu'il faut savoir que en terminale c'est la première fois que j'ai fait mon anniversaire avec des amis à moi,
J'ai souvent fait ça en famille, etc. Parce que j'avais jamais eu vraiment d'amis avant, enfin vrais amis avant, surtout des connaissances liées au collège ou au lycée. On sortait pas forcément dehors, etc. C'est lié à un déménagement en primaire, donc bon, vous savez, les déménagements c'est compliqué. Je l'ai pas mal vécu, mais il y a eu de l'harcèlement après, c'était relou. Ouais. Mais donc après j'étais content parce qu'en terminale, je me suis fait des vrais amis. Et donc j'ai fait mon anniversaire avec un autre pote à moi, on l'a fait en avril. Et c'était incroyable, on l'a fait chez lui. Et pour la première fois, j'ai fait un anniversaire avec des potes. C'était le bordel, j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai une vidéo. C'est celle que tu m'as montrée là. Ouais. Je monte sur la fenêtre du 2e étage. Après, il y a des amis à moi, ils viennent avec une cabane pour enfants, avec une grande enceinte, ils hurlent et tout. Franchement, ça résume bien l'anniversaire. C'était incroyable. C'est même pas mon bac, hein, je me tape de ouf. C'est ça mon meilleur moment. Juste ça. C'est toi, Pau? Moi, mon meilleur souvenir, enfin, le plus précieux, je pense, il est assez récent. C'était à Noël. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés en famille. Et nous, on a une petite famille. Enfin, on fait Noël que mes parents et mes 3 frères et sœurs et moi. Donc, on est tous les 6. Et en fait, on a fait un espèce de jeu tout au long du repas où on devait, à tour de rôle, donner les raisons pourquoi est-ce qu'on était fiers d'un membre de la famille ou de l'autre. Et on a passé genre 2 heures à se faire plein de compliments et à se dire moi, maman ou papa, je suis hyper fière de toi parce que... Et mes parents et mes frères et sœurs ont aussi pu me dire pourquoi ils étaient fiers de moi. Et je pense que c'était hyper gratifiant. C'est pour ça que c'est mon souvenir le plus précieux. C'est d'être avec les gens que t'aimes, pouvoir leur dire pourquoi tu les aimes et entendre aussi pourquoi est-ce qu'on t'aime. Alors que c'est pas forcément des choses qui sont... C'est difficile à dire. Ouais, difficile à dire ou même à comprendre pourquoi est-ce que les gens... t'apprécier, etc. Et là, se retrouver tous en famille, c'était vraiment un moment hyper précieux. Et genre, j'adore ce souvenir, était trop bien. Mais par contre, en vrai, je me dis, là, après qu'on ait tous dit ça, c'est drôle parce que tous les souvenirs les plus précieux qu'on a dit, c'est tous avec des gens qu'on aime, et même pas forcément qu'on aime, mais c'est le contact humain en fait. C'est juste se sentir libre, entre guillemets, en étant avec des humains, alors qu'au contraire, dans la société de tous les jours, c'est beaucoup plus compliqué de se laisser vivre, comme tu as dit. Du coup, je trouve ça beau. Parce que c'est très individualiste aussi, et je pense qu'on n'est plus forcément autant habitué qu'avant à être tourné vers les gens et les relations sociales, le contact. Ouais. Et je pense que se rappeler les choses un peu essentielles, mais qui sont simples, comme juste revoir des amis que tu n'as pas vus depuis longtemps et que tu aimes, ou passer du temps avec des amis ou t'amuser quand tu es petit, parce qu'il y a de la pression scolaire, etc. Et juste pouvoir un peu lâcher prise. C'est des choses qui sont simples, mais qu'on a, je pense, un peu beaucoup mis de côté, vu de ce qui se passe aussi en ce moment dans le monde aussi, quoi. En vrai, c'est un peu comme ce qui se passe là actuellement. Là, on a lâché prise. On était censé être en cours. Ouais, il en faut peu pour être heureux, comme dirait Balou. Honnêtement, je te jure, on serait en cours là, je serais dégoûté. Si on m'avait dit que j'aurais raté ça. C'est quoi votre plus grande passion? C'est compliqué à dire. Toi, il y en a tellement. Ouais, moi aussi, genre, ce qui te rend le plus heureux, genre. Ah, le plus heureux? En vrai, c'est même pas tant ce qui me rend le plus heureux, mais c'est plus la sensation à la fin, genre. Ouais, là, satisfaction. Là, du coup, comme j'avais dit tout à l'heure, j'étais en train de travailler sur ma marque. Et là, je suis en train de travailler sur les logos. Et c'est marrant de passer de la feuille de papier au numérique, puis ensuite sur le flocage du vêtement et d'obtenir le vêtement sur la main. Ce sentiment-là de satisfaction qu'on a à la fin en disant putain, je l'ai fait. Ouais. Genre de dire que c'est dessus, genre c'est pas, là c'est plus une feuille de dessin, c'est pas un personnage qui le porte, là c'est moi. Et peut-être d'autres personnes. Donc en vrai, ça c'est vraiment gratifiant. Ça fait... Donc c'est la création qui serait ta passion. Mais j'ai l'impression que nous trois, c'est surtout la création. Ouais. Par exemple, Sémi, c'est la création de vêtements, toi, c'est la création d'un dessin animé. De tout. Tout ce que je peux créer, je le fais. Dis-toi qu'avant. Et moi, ce serait plus la musique, genre. Avant les vêtements, genre, moi, c'était vraiment tout ce qui touchait les motos, le vélo, genre, au bled. Ouais. Juste avant de partir et tout, pendant les grandes vacances, on m'avait offert de l'argent comme cadeau. Je me suis dit que j'allais utiliser cet argent-là pour pouvoir réaliser un rêve, faire mon propre vélo. C'est grave stylé, mais... En 2 semaines. Tu l'as fait? Je l'ai fait. Oh, la dinguerie. Elle m'avait donné une base et tout, son vieux vélo à elle qu'elle n'utilisait plus. Elle m'a dit prends-en soin. J'ai dit ouais, j'ai pris le truc. J'ai déchiré. On l'avait découpé dans plusieurs trucs et à la scie sauteuse. Je voulais vraiment être de fou et je voulais vraiment qu'il ait un look comme les vieilles motos, genre Lowrider et tout. Vraiment ça. Et j'ai réussi. Et quand
Je suis sorti de la ville, j'ai passé tout le pont, il n'y avait pas de frein sur le vélo. Au Sénégal, c'était ouf. Mais je te jure, ce qui était grave gratifiant, c'était le jour où je suis sorti et que je l'ai conduit pour la première fois. Tous les autres jeunes qui avaient des vélos me suivaient derrière, genre ils me disaient vas-y, avance. Vas-y mon gars, trace. Vas-y, trace. Franchement, C'était incroyable. Un autre souvenir stylé. Ouais, c'est un autre souvenir précieux ça. Ah non, ça Franchement, ouais. Hein. Bah oui, si on peut dire. T'es senti comme un chef un peu. Non mais vraiment, parce que tout le monde. C'est Tokyo T'es là, le mal alpha de la Genre, je sais pas toi aussi, ils le font, mais genre, Non, au bled, personne ne suit, quand t'as un vélo, des fois, genre, tu dis pas à quelqu'un de dire, genre, fais une roue avant, eux ils disaient ça, alors que moi c'était impossible, j'étais comme ça sur mon vélo. Toi déjà si tu faisais une roue arrière c'est bien. C'était bien, genre. Mais ils le disaient, genre, et du coup, c'était les autres à côté qui faisaient les roues avant et on avançait, c'était excellent. Franchement, c'est trop stylé. Excellent. Genre, la route 66 mais Au bled, la vie. Franchement, c'est grave stylé. Ouais, c'est trop beau comme Non, souvenir c'était encore ça. une fois. Encore une fois avec des gens. Encore, voilà. Bah ouais. Vraiment, ça, c'est la création, du coup, créer et pouvoir donner vie à ce qu'on crée, à ses envies, je crois que c'est ça. Ouais. Je pense que peu importe dans quel domaine, c'est surtout ça. C'est à la fois pendant qu'on le fait, on se sent porté ailleurs. C'est ça. Et après avoir fini ce qu'on est en train de faire, la satisfaction de se dire c'est passé d'une idée à la matérialisation du truc. Que ce soit de la musique, que ce soit des vêtements, que ce soit une autre création, peu importe le type, au final c'est juste de passer de l'imaginaire au réel. C'est ça qui est beau. C'est d'avoir autant de motivation et de persévérance, de se dire ok, je sais que c'est compliqué, je sais que ça va prendre du temps à se faire, mais je continue et je vais y arriver. Ça se tape une déterre quoi. Ouais, c'est ça. C'est déterminé à le faire ça. Comme mon truc de Plus sentiment de satisfaction et de fierté aussi à la fin quand juste c'était un truc qui était un peu dans ta tête avant de dormir, un peu une idée et que même juste prendre le temps de le faire. C'est ça. C'est aussi des choses qui font peur de se dire je vais me poser. Moi je sais que je lis beaucoup et j'écris et les moments où je me dis même si c'est juste écrire mes pensées ou écrire une page d'un livre ou un poème ou quoi, me dire ok là je me suis posée peut-être 1 heure alors que ça me fait un peu peur, tu vois, c'est quand même un milieu un peu créatif et artistique dans lequel tu es vraiment c'est toi et le regard des gens par rapport à comme ce que vous racontez aussi, c'est très critique, mais juste le fait de pouvoir avoir eu le courage de le faire, de m'être mis à mon bureau et d'avoir pris le temps dans mon emploi du temps de le faire, je me dis ok là j'ai quand même ce sentiment de fierté. Ouais, c'est ça qui est bien, et en plus des fois les idées ça prend tellement de temps à se faire, c'est-à-dire qu'à la base on a une brèche, un petit bout d'idée et au final c'est plus on avance, plus on voit des trucs, on se dit ah ça je dois le rajouter, etc. Et c'est toute la construction du truc, une idée elle se réalise pas en une journée, c'est ça qui est beau, c'est que ça suit notre existence, notre quotidien, etc. Et au fur et à mesure que nous on voit des choses, l'idée elle grandit avec nous et je trouve que c'est beau ça. Faut pas oublier genre toutes les étapes que tu as eues pour arriver à ce moment donné, tu vois. Genre le résultat final, comme dans le film La Haine, l'important c'est pas l'atterrissage, c'est la chute. On va laisser du coup, ouais. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'était génial. Je peux péter une Merci de m'avoir permis de réaliser mon rêve. Toi, c'est quoi le métier de tes rêves? Je crois que le métier de mes rêves, c'est un métier où j'ai pas forcément du coup besoin de travailler tout le temps au même endroit, faire la même chose. J'aimerais bien un travail dans lequel je me sens bien, qui me rend heureuse et dans lequel j'ai de la liberté. Pas forcément tout le temps faire la même chose, pouvoir changer d'activité, de collègues, de zone géographique aussi, quelque chose d'assez itinérant, je dirais. Et du coup, un truc potentiellement lié à l'art, ça serait bien, à la culture aussi, de manière plus générale. Ça. Donc, tu es à la fois artiste ou tu aimerais être dans des trucs qui s'organisent autour de l'art, que ce soit de la curation peut-être ou quelque chose comme ça. C'est quoi curation? C'est quand tu choisis, par exemple, les artistes que tu veux exposer, tu fais la scénographie, tu choisis les lieux, etc. En fait, c'est vraiment, tu es dans les expos un peu d'art contemporaine. Ouais, la muséographie, ça a l'air d'être un truc intéressant aussi. Comment est-ce qu'on expose les œuvres, notamment par rapport à la lumière. Après, le travail d'artiste, encore plus maintenant qu'il est contemporain, il croise très souvent des chemins de travail sociologique, en fait, qui touchent à la manière dont les humains interagissent les uns avec les autres et vivent plus ou moins en harmonie. Travailler en tant qu'artiste avec d'autres scientifiques, ce serait intéressant aussi, je pense. Est-ce qu'il y a un art que tu aimes particulièrement, du coup? Ou si tu touches plus au dessin, à la musique, au cinéma ou... Moi, j'aime particulièrement la peinture, la couleur. Trop chouette. Et tu fais de la peinture? Ouais.
Ok, trop bien, t'en fais depuis longtemps? Et t'as déjà été exposée du coup? Non, jamais. Ah si, j'ai déjà été exposée. Si, j'ai déjà été exposée dans un cabinet d'art-thérapie à Poitiers. Une camarade naturopathe m'avait proposé de prendre une exposition dans son couloir pendant 2 mois et demi. Et c'était chouette, c'était une chouette expérience. La lumière du couloir n'était pas très adaptée, du coup c'était un peu dans la pénombre, mais dans la salle d'attente, je me souviens d'une très grande plante verte avec mon dessin derrière très coloré, ça rendait super bien, c'était chouette ça. Et ça, en termes de sentiment de fierté, est-ce que c'est un sentiment que t'aimerais retrouver? Ça me dérangerait pas. Une des grosses problématiques de beaucoup d'artistes, particulièrement quand on est étudiant et tout, et qu'on a encore la possibilité de croire au fait d'être artiste de métier sans encore l'être, c'est de ne pas pouvoir beaucoup montrer ses œuvres. On a des carnets de dessin qui sont pleins de choses qui sont techniquement et émotionnellement franchement réussies. Mais tout le monde s'en fout, quoi, et du coup, nos profs s'en foutent pas, nos copines s'en foutent pas, mais le monde, il connaît pas, en fait. J'aimerais bien, retrouver ce truc-là de partage dans une stature un peu plus professionnelle, en tant qu'artiste reconnu par le public. Remontrer peut-être plus que re-exposer, mais en fait, quand t'exposes, tu montres, ça peut, quoi. Est-ce que t'as le sentiment que l'art, c'est pas un domaine qui est assez reconnu dans la société? Quand tu dis tout le monde s'en fout? Je dirais que c'est pas reconnu tant que t'es pas reconnu, quoi. Il faut être validé par ses pairs pour en fait être un artiste plus que être un artiste parce qu'on en est un. Cette validation par tout le monde qui fait que tu as une carrière, etc. Mais ce qui fait que c'est pas du tout que par ton bon vouloir et que parce que tu fais des œuvres. En fait, ça vient de tellement d'autres choses. Ça vient de, est-ce que les bonnes personnes ont vu ce que tu avais fait? Est-ce que tu es allé au bon endroit? Et donc, il y a à la fois de la chance, de la communication et un truc... Du réseau. Ouais, du réseau. Mais du coup, en termes de réseau, est-ce que, parce qu'il y a des assos comme Qu'importe, par exemple, qui permettent de se créer un réseau de personnes qui te permettent d'être exposées, est-ce que tu connaissais déjà Qu'importe avant? Ouais, c'est très objectif. Mais est-ce que du coup, ce genre d'initiative, quand on t'en parle là maintenant, ce genre d'initiative, t'en penses quoi en fait? Des initiatives moins professionnelles, même si on peut être très professionnel sans avoir de certificat professionnel. En fait, je pense que c'est une gratification qui est toujours bonne à recevoir, qui est toujours agréable. Ça permet aussi d'élargir le champ de connaissances visuelles des spectateurs. Ouais, je pense que c'est bien si ça donne l'espace de faire monter d'autres types d'art aussi, parce que c'est ça en fait. Si c'est pour présenter des choses qui dans 5 ans seront dans des grandes galeries parisiennes et dans 150 ans, si ça existe encore, au musée du Louvre, c'est chouette, mais ça résout pas le problème de ceux qui sont pas au Louvre dans 150 ans. Ouais. Moi, je sais que je suis pas forcément dans un milieu particulièrement... Je suis dans un milieu artistique parce que je fais des lettres, etc. et que je veux en faire mon métier. Mais pour l'instant, j'ai pas ces problématiques de création dans le sens où... T'as écrit un livre? Oui, j'ai écrit tout à l'heure. J'ai fait un livre. Production. Oui, voilà, mais je pense que vu que je suis encore dans mes études et que c'est encore, on va dire, mon schéma principal, mais je me rends compte, parce que j'ai beaucoup d'amis qui justement cherchent à s'émanciper un petit peu de, on va dire, le carcan scolaire pour justement réussir à faire de l'art. Et à quel point c'est compliqué, on en parlait tout à l'heure, pour faire une exposition, le prix des salles, etc. Alors que c'est du travail qui demande un point de vue extérieur, qui demande un regard et qui devrait permettre au final d'être vu. Et je pense qu'en ce moment, c'est encore trop compliqué de réussir, outre ce genre d'association comme Qu'importe, à réussir à trouver les financements, même les contacts. Tout simplement, c'est bête, mais je pense que si on n'est pas au courant que ce genre d'association, par exemple, pour parler encore une fois de la tienne, existe, on a encore du mal, je pense, à mettre en place des vraies choses pour les artistes. C'est hyper opaque comme milieu, on ne connaît pas les règles. Ça paraît super difficile en fait d'y rentrer. Ça se fait surtout par la rencontre des bonnes personnes. Du coup, c'est encore le réseau dont on parlait, mais c'est à la fois d'autres artistes avec qui tu vas collaborer, avec qui tu vas faire des projets et tout. Je sais pas ce que t'en penses, toi, du coup, qui est la personne concernée. Comment tu travailles, toi? Moi, je travaille en atelier, comme parfois une chimiste, parfois une architecte, parfois une poétesse ou une autrice. Parfois, je travaille comme une marcheuse. Comme une marcheuse? Oui, la marche a beaucoup de place dans ma tête. Je ne fais pas de sport, mais je marche. Du coup, dans une espèce de santé mentale, un espace de réflexion, d'épuration des émotions négatives.
J'ai même pas forcément l'occasion de travailler avec d'autres artistes en fait. On peut être assez seul même en étant dans une université. Parce qu'en fait, on voit ce que les copines font et tout, mais... et on aime trop, et il y a des fois où on se retrouve et on fait un peu les mêmes trucs, mais on n'a pas... déjà, on ne nous propose pas de rendre des travaux collectifs en création, par exemple. Genre, c'est un truc qui n'existe pas dans cette fac. Ah, genre, c'est dommage. C'est chacun son projet, quoi. Ça te manque, ça? Moi, je suis pas quelqu'un qui travaille très bien en groupe. Enfin, en tout cas, quand ça touche trop à mes réflexions personnelles et à ma pratique personnelle et tout, ça, je peux avoir du mal à partager et à aller au rythme commun. Mais en fait, ouais, si, ça manque. Enfin, on est dans un milieu où, tout à l'heure, tu parlais des bonnes personnes à rencontrer. Quelqu'un d'autre disait que c'était un truc assez opaque. Mais en fait, c'est que c'est un milieu qui est hyper... Enfin, c'est un milieu de requins, quoi. Enfin, genre... c'est que en fait, les gens sont pas forcément bien intentionnés. Les gens que tu vas rencontrer, qui peuvent te donner des opportunités, ne sont pas forcément bien intentionnés, ne vont pas forcément t'aider vraiment à t'épanouir, à t'émanciper et tout. Beaucoup d'artistes qui sont dans des galeries, par exemple, actuellement, sont maltraités et sont mal rémunérés, en fait. Et vraiment, les galeries s'en foutent, quoi. C'est à base de tu crées pour que moi je gagne de l'argent, derrière t'as quasiment rien sur ce que j'ai vendu, et puis si j'ai pas vendu, tu dégages en fait. Enfin, c'est que les espaces de reconnaissance entre guillemets qu'on nous donne, c'est des espaces hyper violents et hyper asservissants, quoi. Genre l'art aujourd'hui, il vit pas par lui-même en fait. Il a besoin du marché de l'art pour exister. Et après, il y a une différence entre le marché public et le marché privé. Dans le marché privé, en tout cas, c'est que c'est même pas un truc qui est forcément souhaitable pour les artistes, je pense. Puis je pense que la grosse majorité, en plus de l'art contemporain exposé, fait partie du marché privé aujourd'hui. Tout le système des galeries, en tout cas, dont tu parles, qui vont être... Il va y en avoir plein à Paris, en plus, c'est un peu qui a plein de riches. Ah non, mais il y en a des centaines et des centaines. Hein. Ouais, il y en a vraiment beaucoup, mais c'est effectivement un milieu particulier. J'ai pas mal de potes qui ont taffé là-bas... en stage ou en CDD, nanana, dans les galeries. Bon, vraiment, le but, c'est de se faire le plus d'argent possible. Enfin, c'est vraiment comme si tu rentres dans un truc de finance, quoi. Et ça paraît très éloigné, du coup. Je trouve, en fait, surtout du processus artistique. Mais oui. Et de ce que toi, qu'est-ce que tu mets dans ton art, etc. Ça a tellement rien à voir avec un truc, enfin, quand même, normalement, de trucs ultra financiers, de gros marchés, etc. Où il y a des cotes, où il faut atteindre une certaine cote pour être bien vendu, nanana. Il y a une sorte de rupture à ce niveau-là, directement. Ouais, mais la rupture, elle vient de plus loin encore. Elle vient du moment où l'art est devenu un outil assise du pouvoir, en fait. Ça arrivait avec la Renaissance, globalement. Si j'ai bien suivi mes cours d'histoire de l'art. C'est un truc qui est arrivé un peu avec la Renaissance, un peu avant, par exemple avec Louis XIV, beaucoup aussi. Vraiment l'art comme quelque chose qui assoit le fait que tu es une personne avec de l'argent, avec de la culture, avec des contacts. Et à partir de ce moment-là, les artistes sont devenus des outils de reconnaissance, comme pour parler de trucs très financiers, un investissement en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas imaginer que l'art soit autre chose qu'un investissement ? Enfin, que ce soit un investissement non lucratif en fait, mais que du coup on puisse vivre alors qu'on fait des investissements non lucratifs. Est-ce qu'on pourrait... J'imagine que ça doit être assez démoralisant quand même en tant que créateur, qu'artiste, de se rendre compte justement qu'on est dans un milieu où en fait tout est régi par le pouvoir, par l'argent, par les contacts, et que c'est plus forcément un milieu qui est dans le partage forcément, enfin particulièrement de tes œuvres ou de tes états d'âme à travers ce que tu vas créer, et le partage dans le fait que tu as envie de montrer aussi aux gens ce que tu crées. Je pense que la concurrence entre artistes est très dure, par exemple, dans les galeries, alors que la personne, je pense que par exemple, pour reprendre exactement ce que tu dis, le système de galerie est très fort pour faire de deux personnes à la même échelle sociale des ennemis alors qu'ils devraient être des alliés. Genre, il y a grave ce truc aussi les artistes sont seuls en fait, vraiment seuls et exploités. Moi, je parle de peinture. Je pense que par exemple, dans le domaine du cirque, dans le domaine de la céramique, peut-être même de la sculpture, mais en tout cas de tout ce qui va être dénominé de manière un peu plus dégradante sur une échelle hiérarchique, l'artisanat, je pense que ça fonctionne un peu différemment, ça, par exemple. On est sur des artistes qui ont plus tendance à travailler en groupe déjà, avec des magasins et tout. Je pense que là, ce dont on parle, c'est pour recentrer un peu, c'est quand même très propre à la création de toiles. Mais parce que peut-être que ça vient aussi du fait que dans justement ce que tu appelles la création de toiles, ça peut être plus facilement peut-être associé à un nom que l'artisanat.
Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, de ouf. Quand tu fais par exemple de la peinture ou du dessin ou quoi, je pense que comme c'est des arts qui sont très sollicités en ce moment, par exemple, qu'on en voit partout, etc., tu peux te faire un nom plus ou moins facilement, mais qui peut rester ou pas dans le temps. Ça peut t'amener... alors que quand tu vas avoir plus, par exemple, des gens qui vont faire fondre du verre pour en faire des objets, Souffleur de verre. Voilà, C'est souffleur tout de le côté verre, c'est artisanat, incroyable, c'est super beau, mais je pense qu'on a moins les noms en tête aujourd'hui des gens qui le font là, au XXIe siècle qu'un peintre. Donc je pense que ça joue aussi dans le rapport que les artistes ont entre eux par rapport à cette volonté d'être l'un par rapport aux autres, parce qu'en fait l'ennemi premier, je pense qu'il est du coup mal identifié, comme tu disais, où les artistes qui seront sur le même piédestal de base vont être amenés à être en concurrence, à peut-être se tirer un peu la... Après, il ne faut pas se leurrer, tout ce qui est artisanat, etc., c'est énormément de coûts de production. Du coup, par exemple, avoir un four pour faire cuire ces céramiques, il faut en louer. Si tu ne le loues pas, il faut l'acheter, c'est des prix, mais énormes par rapport à ce que tu vends. Et les gens, ils ont accepté depuis 50 ans, voire plus, d'acheter des assiettes à 1 euro. Donc acheter une assiette par contre qui a été faite en 10 heures, qui coûte du coup 70, 90, 100 balles, etc. C'est directement extrêmement cher pour tout le monde. Et du coup tu vends peu en fait quand tu fais de l'artisanat. Le problème avec les milieux artistiques, c'est que des chemins compliqués. C'est des chemins coûteux et tout. Et c'est vrai que voilà, selon ton confort financier aussi, tu peux avoir le confort de bien faire ton œuvre aussi à côté, quoi. Dans ces milieux où vous parlez beaucoup de solitude, de violence, comment on se protège du coup face à ce milieu de requins, comme tu disais? Mais en fait, je pense qu'il faut rester solidaire, quoi. Enfin, moi, j'ai envie que mes copines ce soient des artistes, et j'ai pas envie de rentrer dans un truc où on se crache les unes sur les autres, où on se fait des coups bas, ou même genre on n'est pas honnête ou quoi. Je pense qu'il faut rester solidaire, je pense que l'union fait la force et que il faut penser des systèmes d'utilisation de l'art qui sont autres que les galeries et potentiellement autres que les musées aussi, quoi. Il faut nous, de notre côté, qu'on repense l'objectif qu'on donne à nos œuvres en les créant et évoluer dans nos formats, dans nos messages, dans nos techniques, dans nos modes de représentation et d'exposition. En même temps, de l'autre côté, il faut peut-être réussir à aller vers les gens pour que les gens voient l'art différemment, quoi. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui vivent sans art, en fait. Peut-être que c'est vers ces gens-là qu'il faut aller pour qu'on fasse de l'art autre chose qu'un truc financier, de pouvoir, quoi. Je pense que la solution, elle est là, parce que de toute façon, là, le système actuel, il est pas bon à prendre, quoi. Donc, il faut faire autre chose. Donc, c'est remettre un peu d'humain, en fait, et de... Que de l'humain. Là, ça a toujours été que de l'humain, ça sera toujours que de l'humain. Enfin, non, du coup, mais. Enfin, ouais, pour moi, c'est évident en fait. Tu le dis comme ça, c'est très bien dit, mais en plus, ça me paraît évident, quoi. Que c'est une histoire d'humain, c'est une histoire d'émotion. C'est aesthétique, du mot grec, sensation. C'est jamais rien d'autre. Et puis, moi, je pense que aussi, si tu veux vendre aussi parce que tu veux vivre, etc., faut aussi, d'une certaine manière, connaître sa valeur, et c'est pas hyper facile, je trouve. Ce dont on parlait depuis tout à l'heure, c'était aussi, par exemple, des artistes qui ont des cotes, qui sont hyper reconnus, qui vendent extrêmement cher d'étoiles pour une partie de la population, et c'est toujours les mêmes, et c'est ça le marché actuellement. Il faut effectivement aller vers d'autres trucs, d'autres moyens, d'autres lieux, d'autres endroits, d'autres personnes, un différent fonctionnement. Mais il faut aussi connaître sa valeur dans le sens où c'est difficile pour des artistes de vivre, parce qu'en fait, parfois, tu fais trop de trucs en mode donner, et après tu peux pas bouffer, juste en fait en mode t'as besoin aussi de se dire ok, là ça fait en fait un mois que je bosse sur un truc, ça a quand même de la valeur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui exploitent justement un peu cette faiblesse là dans l'idée, par exemple tous ces compètes pour les illustrateurs, illustratrices, en mode soyez la nouvelle affiche pour les JO de Paris. En plus t'as juste à me faire une illu, toi ça te fait ça te donne de visibilité. De la visibilité. Être payé en visibilité. Ouais. Voilà, t'es payé en visibilité et ça, il y a un moment, c'est pas normal de la part d'organismes. Ouais, non, mais d'organismes privés qui ont plein de thunes, etc. et qui se permettent de pas payer les gens en faisant des compètes soi-disant pour la visibilité, c'est stop, tu vois. Il y a un moment, respecter les gens. On a quand même l'immense privilège d'avoir l'idée qu'on pourrait vivre de temps qu'on passe à réfléchir, à mélanger des couleurs et à faire des traits sur des feuilles. Alors ouais,
ce serait vraiment magnifique, mais peut-être aussi accepter que ce soit pas lucratif en fait. Moi je pense que c'est un truc que j'ai un peu fait le deuil déjà quoi. C'est pas pour ça que ça aura pas une place immense dans ma vie et dans mes relations et dans ce dans quoi je me sens utile et qui me rend heureuse, mais ce sera pas lucratif quoi. Mais ça veut dire que tu pourras pas en faire ton métier? En fait, il y a plein de métiers qui sont liés à l'art. Tout à l'heure, on parlait de commissariat d'exposition, de muséographie. Je sais que par exemple, tu peux faire de l'art-thérapie. Ça, c'est un truc, en fait, tu peux utiliser tes connaissances plastiques, techniques, pour faire des interventions dans un peu n'importe quelle structure, pour faire du bien aux gens par la création plastique. C'est lucratif. Et c'est de la technique plastique. Et ça te plairait? Ce qui permettrait en plus de pouvoir aussi continuer dans un milieu artistique en tant que métier et pour gagner ta vie, mais à côté de ça, de garder ta passion comme une passion aussi. Et je pense que ça peut aussi être compliqué de mélanger la passion et le travail, dans le sens où, comme tu dis de la partir depuis longtemps, ça a toujours fait partie de ta vie. Si un jour, ça doit, ou pas d'ailleurs, mais être un moyen de revenu financier aussi, et quelque chose qui va te permettre de juste subvenir à tes besoins, ça peut, je pense, créer un peu une relation, je vais utiliser le mot toxique, avec ta passion et avec ton art, parce que justement, ton rapport, il va changer. Toi, c'est quoi la qualité que tu préfères chez quelqu'un? Ah ouais, on vient de passer du coq à l'âne. Ouais, non mais je sais pas, tu parles un peu de comment tu ressentais les gens, donc ça m'a fait penser à la question que j'ai lue tout à l'heure. Ok. Alors, la qualité que je préfère chez les gens, j'aime bien quand les gens ils sont un peu à côté de la plaque. Parce que ça fait grave un truc mignon de genre quand les gens ça se voit qu'ils ont une discussion avec eux-mêmes et que genre du coup ça fait des gens des fois ils sont un peu ailleurs, mais en même temps du coup quand ils sont là comme ils discutent déjà avec eux-mêmes, ils savent trop bien discuter avec les autres. Ça j'aime bien. Ils ont bien développé leur pensée quoi. Penser ça renvoie aux mots. Je pense que des fois c'est pas forcément des mots, mais c'est un peu ça l'idée. Moi ça me fait penser à du coup ce que tu dis, à pas trop se prendre au sérieux. Et moi c'est ça que j'aime bien aussi. C'est important de savoir se prendre au sérieux et de savoir se considérer. Moi c'est ça que j'aime bien aussi comme qualité humaine, c'est quand t'es capable de juste de pas monter sur des grands chevaux et on va dire d'être assez humble, mais pas forcément humble par rapport à des expériences de vie, tu vois, où là on parlait d'art, d'être humble sur un art ou quoi, mais juste dans ta manière de vivre de tous les jours et de pouvoir un peu, je pense, se laisser porter sans trop réfléchir à une conséquence. Je sais pas, un truc tout bête, mais moi je sais que mes copines les plus proches, c'est aussi des personnes avec qui je peux, on va dire, faire telle ou telle chose sans me dire attends mince là, on va me regarder, on va me juger ou quoi, sans trop se prendre au sérieux, tu vois. Enfin, c'est justement souvent ce genre de profil qui sont un peu à côté de la plaque. Et toi, Pierre, c'est quoi ta qualité préférée? Moi, je dirais l'écoute. Moi, ce que j'adore, c'est ce moment où juste on est deux personnes côte à côte et t'as cette écoute de tu sais que l'autre veut pas parler, on est côte à côte, on se dit rien et c'est pas gênant, genre. Le moment tout de suite où tu ressens en fait juste le besoin de l'autre, de juste on est posé, on est ensemble, on va bien. D'un coup, tu disais toi-même, d'un coup on peut parler. Parce que en fait on va pouvoir se dire les choses sans que ce soit gênant et on peut juste se laisser aller. Ça c'est une forme d'intimité qui est incroyable. C'est dans Pulp Fiction, de pouvoir s'asseoir à une table et de pouvoir partager le silence. Et ça c'est vrai, tu vois, de pouvoir se dire ok on partage un silence et c'est pas gênant, on sait pas quoi se dire, on a juste pas forcément envie de parler là, mais ce moment-là il est quand même cher. Parce que tu partages avec quelqu'un qui compte pour toi ou... C'est marrant parce que du coup ça fait aussi l'écoute du silence dans une certaine façon, c'est ça dont tu parlais, de savoir écouter quand quelqu'un a envie d'être silencieux et que toi-même tu as envie de l'être et que juste se sentir à l'aise avec ça. Et ça renvoie à une problématique qui est une problématique d'art plastique, qui est le fait de pouvoir apprécier, pouvoir faire avec le vide ou le noir en couleur. Voilà, pour pouvoir apprécier quand c'est pas vide, quoi. Oui. Parce que c'est pas vide pour rien, puisque ce n'est pas vide, alors que le reste c'est vide. Et comment tu mets en scène un truc incomplet? Genre comment tu mets, pas incomplet, quelque chose qui n'existe pas?
ou qui existent, mais qui existent par le fait de ne pas exister. Je m'en mêle les pinceaux, mais tu vois ce que je veux dire. Je choisis bien mes expressions, par contre. T'as dit tout à l'heure que t'aimerais pas être toujours au même endroit, faire plein de métiers différents. Et là, dans la liste, moi je l'aime bien celle-là, du coup, c'est dans quel pays est-ce que t'aimerais vivre ? Tous les pays. Et du coup, il y a quoi qui t'attire dans tous les pays ? Les paysages, les climats, après la culture évidemment, mais c'est un rapport plutôt terrien, du fait que j'ai pas l'impression que il soit normal de connaître qu'une si petite partie du globe. Enfin, notre planète, elle est entièrement à nous, quoi. Et du coup, c'est un peu ce devoir-là aussi de connaître mieux la terre sur laquelle on habite. Être capable de mieux comprendre la couleur du paysage et la culture du voisin, quoi. Et ça te fait pas peur un peu de te dire que... Parce que, je sais pas, moi, je sais que j'aimerais trop partir à l'étranger, que soit pour y vivre un temps, ou même peut-être plus tard. Mais peut-être que c'est aussi mes perceptions des choses qui sont un peu basiques et old school. Mais j'ai peur de un peu voir ce genre de grands départs comme des retours un peu des retours à zéro. T'as d'arriver dans un monde que tu connais pas, dans une langue que tu connais pas forcément, une culture aussi. Je pense que ça pourrait vite me faire peur, même si ça m'attirerait beaucoup. On est vachement attachés à nos bulles sociales aussi. Oui. Genre, que ça soit notre famille, nos amis, etc. Enfin, je me base beaucoup là-dessus pour vivre ma vie. Ouais. Ça fait partie du lot tout le temps. Et je pense que moi, c'est plus ça. T'arrives, quand tu dis arriver à zéro, j'ai ressenti comme ça en mode... t'as un peu tout qui est possible parce que tu connais personne, mais il y a aussi rien qui est possible parce que tu connais encore personne. Ouais. Et du coup, t'as tout à faire encore. Ouais, je pense qu'il faut avoir un caractère d'aventurier, aventurière. Aussi, reconnaître le fait de... Ok, je vais apprendre à me connaître parce qu'en vrai, là, comme je suis toute seule à un endroit, genre, je suis forcée de réapprendre à me connaître. Ouais. Et à plus me baser sur mon quotidien pour me définir aussi. Ouais, mais il y a grave ça. Moi, je pense qu'il faut... Si je le faisais... Il y a une préparation à faire. Je pense qu'il faut établir un lien, en fait, avec l'endroit où tu vas, avant d'y aller, pour que la chute soit pas trop brutale, quand même. Ça me paraît nécessaire. Parce que je pense qu'il y a... Je sais pas si vous êtes d'accord, parce qu'en vrai, c'est un peu contraire aussi à certaines de mes convictions, mais je pense que quand on imagine partir un peu loin, comme ça, moi, ce qui me fait aussi peur, c'est... je pense que j'aimerais beaucoup partir plus tard. Mais d'un côté, si je suis avec quelqu'un, par exemple, qui n'a pas du tout envie de partir, comment je fais ? Vous voyez, si tu es un peu installé dans une petite vie avec quelqu'un, par exemple, que ce soit un compagnon, une compagne, une personne avec qui tu partages ta vie, peu importe quelle relation vous avez, mais est-ce que, entre guillemets, c'est OK d'abandonner le fait de vouloir partir, genre un espèce de rêve, pour rester avec quelqu'un qui peut-être n'a pas envie de partir ? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, je pense que tu dois partir si c'est le cas. Alors si ne pas partir, ça en revient à avoir une sorte de vide dans ta vie, tu vas tellement en vouloir à la personne. Enfin, au bout d'un moment, je pense que tu vas forcément te dire « Pourquoi tu m'as pas forcé à partir ?» Si tu sais que c'est aussi important pour moi. Ouais, t'as raison. Je trouve que les gens, si t'es avec quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui te soutienne dans ce genre de projet, justement. Quitte à ce que ça casse une relation, ça veut dire que un peu ton bonheur, il est un peu au-dessus, quoi. Enfin, forcément. Et après, justement, on se retrouve. On se revoit, on se rejoint. Au retour. Ouais, c'est ça. Puis laisser partir, c'est quand même vachement une preuve d'amour, quoi. Enfin, non, mais oui. Quand t'acceptes le fait que l'autre parte, c'est un moment où c'est super fort, quoi, parce que tu te dis, ok, je sais que moi, ça va me faire mal juste de voir la personne partir, mais savoir que l'autre va être heureux ou heureuse, c'est tellement... Enfin, je trouve ça plus gratifiant que de me dire... la personne va juste être triste parce que je l'ai voudrais trop, quoi. En fait. Je m'en voudrais trop aussi, je pense, en fait. Ouais, vous avez raison. Ouais. Chaque fois, je regarderai la personne en mode, ça va ? Dis-le-moi si t'as envie d'aller au Brésil. Partir faire le tour du monde, genre en sac à dos. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait rêver depuis que je suis petite. C'est un truc qui, je pense, me ferait vraiment kiffer de me dire je pars et je découvre. Mais je pense que je suis encore un peu trop attachée à mes habitudes de vie. Mais moi, j'aime pas trop cette idée de partir avec un sac à dos faire le tour du monde. J'ai plutôt l'impression que je pourrais être capable de prendre une très grosse valise et ensuite et partir 6 mois quelque part.
Ouais. Mais ok. pendant 6 mois, tu bouges pas. Et pendant genre la première semaine, tu bouges pas de l'endroit où tu vis. Après, tu bouges pas de ta rue. Après, tu bouges pas de ton quartier. Et en fait, c'est genre l'idée de reconstruire une bulle en fait. Moi, je pourrais pas vivre sans bulle. Par contre, reconstruire une bulle, ça me paraît complètement faisable. Mais ouais, l'idée de juste n'avoir aucun repère pendant aussi longtemps, pour moi, pour le coup, moi, je sais que c'est une mise en danger personnelle. Hein. Bon, c'est un coup à vriller, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Enfin, moi, j'étais plutôt tentée aussi par l'envie de partager des choses avec les gens, en fait. Apprendre à la culture, mais surtout apprendre à connaître des gens qui vivent ailleurs, en fait. Sauf que ça se fait doucement, quoi. Le gars, tu le vois tous les jours à la boulangerie. Bon, bah, au bout d'un moment, tu connais le nom de ses enfants et tout, quoi. C'est tranquille. C'est une meilleure perspective, je pense aussi. En tout cas, quand t'es jeune, des expériences que je vois autour de moi, même si tu pars en sac à dos, tu construis des bulles, mais pas forcément avec des gens qui vivent dans les pays, avec tous les voyageurs plutôt qui passent. Et tous les gens, je connais plein de gens qui ont tout arrêté pour partir en bateau, traverser, vous voyez le bateau stop. Ouais. Bah, du coup, faire du bateau stop et de réussir à traverser l'océan pour partir en Amérique, etc. Et en fait, eux, ils ont tout le long du voyage retrouvé des gens qu'ils avaient croisés 2 semaines avant. Et c'est plein de gens qui voyagent, mais qui viennent d'un peu partout, quoi. Et qui font un peu tous les mêmes chemins, parce qu'il y a besoin de faire le même chemin pour faire la traversée, forcément. Et tu peux refaire des bulles comme ça, mais du coup, c'est pas les mêmes, peut-être un peu moins ce côté de vraiment apprendre à connaître d'autres pays. Genre, dans leur totalité, il faut se poser un petit peu, je pense. Plus que, effectivement, faire le sac à dos. Mais c'est sympa aussi de rencontrer d'autres voyageurs et tout. C'est hyper intéressant, ce que tu dis, cette histoire de créer une bulle de voyageurs, en fait, de gens qui se connaissent et qui créent une communauté par le fait qu'ils font le même trajet, mais pas tout à fait de la même manière. Je vois des images qui se croisent, et des trajets qui se croisent et qui se recroisent. Ouais, c'est ça. Et comment d'un point A à un point B, tout le monde fait... Et puis c'est drôle parce qu'on dit tout le temps le monde est tout petit. Moi, je passe mon temps à rencontrer des gens qui connaissent en fait des gens que je connaisse. Et en fait, genre... Ouais, il y a vachement ce truc-là aussi, ouais. Et je trouve que c'est drôle de se dire que ça peut être le cas quand tu vas faire des centaines de milliers de kilomètres. Ouais, c'est clair. Et que tu te dis qu'il y a une bulle qui se crée, quoi. Et que tu vas revoir des gens. Déjà, moi, j'ai bougé de ma ville où j'ai grandi. Et en fait, en arrivant à Paris, dans les premiers mois, personne connaissait cette ville, quoi. Mais en fait, maintenant que ça fait 1 an que je suis là, en fait, il y a une personne sur 2 qui me fait « Ah, mais cette ville, j'y vais l'année prochaine. Ah, mais j'y ai passé mon été. Ah, mais ma grand-mère, elle habite là-bas. Ah, mais je connais super bien. » Et je suis là en mode « Ah, ok, d'accord. En fait, c'est pareil, quoi. C'est le même endroit. Tout va bien. » Dans ce genre de dynamique-là, où on recroise des gens, par exemple, par rapport au bateau, comme tu parlais, je pense que moi, ça serait humainement, ce genre de bulle-là, je pense qu'elle me parlerait. Les gens que tu rencontres, même si c'est hyper court, ça doit être tellement intense, juste de rencontrer quelqu'un. Tu lui parles peut-être même une nuit, juste le temps d'une traversée, jusqu'à un autre arrêt ou à un autre point de départ ou d'arrivée. Ce moment-là, il doit être tellement fort, parce que c'est un peu comme si vous savez tous les deux que on se reverra peut-être jamais. Donc je peux un peu te raconter tout ce que je veux et de mes plus grandes peurs à juste mon plat préféré, tu vois. Et je pense que humainement, ça doit vraiment créer des choses hyper fortes. C'est vrai que c'est intéressant cet exercice de podcast parce que pour les gens qui entendent du coup, en fait on se rend pas compte mais ça aide vachement à parler d'avoir un casque sur la tête et je sais pas, non mais c'est hyper intéressant, je m'y attendais pas. Ouais, c'est vrai, il y a vraiment une espèce de bulle de discussion qui se crée, mais vraiment sur le principe de ok, on va parler de ça. Et c'est parle tout. vraiment. Et on parle. Et c'est ce qu'on appelle un tunnel conversationnel. Quel est le moment où tu as pris une décision difficile mais nécessaire ? Moi, c'est quand j'ai commencé une thérapie et que j'ai commencé à aller chez la psy, en fait. Et pendant des mois et des mois, même des années, je m'étais dit pendant longtemps que je voulais aller chez la psy. Et j'avais juste trop peur de ce que ça allait engendrer chez moi. Le fait de me poser sur un canapé avec une inconnue en face de moi et de devoir la payer pour pleurer. J'étais en mode, mais quel est ce principe ? Et pendant hyper longtemps, je le disais un peu autour de moi, je pense pour me prouver que j'étais capable de pouvoir plus tard le faire. Vous voyez le truc de je vais dire à tout le monde je vais faire ça, je vais faire ça. Comme ça me force un peu à le faire parce que ça a été concrétisé dans un espace où on peut m'en reparler de et alors, du coup, t'en es où de ça ? Et du coup, ça me forçait un peu à le faire. Et c'est forcer à se faire ressentir de la culpabilité. C'est ça, en fait. grave. Je suis toxique.
Il faut vraiment que j'aille voir cette psy. Mais tu vois, après, c'est une étape qui fait peur, tu vois. Genre t'es hyper vulnérable. Puis il y a un peu ce truc où quand tu vas chez la psy, tu vas assez régulièrement. Tu vas pas chez la psy, enfin ça peut arriver, mais une fois tous les 6 mois, tu vois. Ou en tout cas, quand tu commences un début c'est pas comme un Doliprane. Ouais, voilà, en fait, il y a une forme de contrat qui se signe. Ouais. Et, mais ça a été hyper nécessaire parce que ça m'a permis de faire du travail sur moi-même, de comprendre des choses. Et j'ai arrêté au bout d'un an parce que la vie a fait et que j'ai bougé d'endroit. Même si ça a été compliqué à passer le cap, d'avoir eu juste le courage de... Enfin, c'est même pas une question de courage, mais de m'être dit, je vais prendre mon téléphone maintenant. Et j'ai ce numéro enregistré, tu vois, depuis genre peut-être 5 ou 6 mois. Et là, je vais appeler pour prendre rendez-vous. Et les moments où je l'ai fait et où j'ai eu ma première séance, et même ma première séance et ma dernière, les deux un peu clés dans une thérapie, où tu fais tout ce travail avec ta ou ton thérapeute. Et je me suis vraiment rendu compte que ça m'avait fait du bien, énormément de bien. Après, je sais que c'est un exercice qui est propre, comme je disais, à chacun, et qu'il y en a qui en ressentent pas le besoin ou qui le vivent totalement différemment. Ça dépend aussi des expériences avec qui tu tombes. Peut-être laisser ma place un jour, non? Je trouve que c'est un super espace pour échanger, en fait. C'est un espace de parole hyper libre. Et en plus de sacralisation un peu, parce que comme on est enregistré et tout, il y a grave ce truc de... Ok, ce que je dis va être transcrit quelque part. Du coup, je fais bêler, que je pèse mes mots et tout. C'est trop bien. Moi, je m'appelle Colombe. Moi, c'est Chelsea. Est-ce qu'il y a un lieu précis, vous, où vous voyez vivre? C'est vrai que je pense plus à finalement un lieu très précis, c'est-à-dire on va dire que je me vois pas un endroit précis parce que c'est compliqué de se dire je vais trouver un travail, je vais trouver des études, etc. Mais je pense que le plus logique, pour moi, ce serait soit de rester à Paris, soit d'aller idéalement à Berlin ou un endroit où justement je peux continuer des études similaires si jamais je veux sortir de France. Moi, j'arrive pas trop à me projeter. J'irai aussi à Paris pour continuer mes études et si je devrais choisir un autre pays, j'irais plus vers les États-Unis. Ok. Et il y a quelque chose il y a quoi qui est sympa à Paris alors? Qu'est-ce qui fait de Paris une ville attirante? Parce qu'elle a plein de défauts aussi. Oui, c'est sûr. Je pense parce que déjà, on va dire que lorsqu'on y est, on est déjà un peu intégré au système. Pour mon cas, c'est que je fais de la musique classique, alors je suis déjà au conservatoire à Paris. Ouais. Et d'être déjà au sein en fait, de ce mécanisme, on a plus de contacts, on a accès plus facilement du coup tout l'entraînement qui va avec il y a tous les orchestres principaux, même si les autres conservatoires ailleurs peuvent être super et peut-être un peu avec moins de pression. Je pense que c'est un avantage parfois d'être à Paris, il y a plus d'opportunités. C'est un peu le point central, là où tout le monde est. Tout a été un petit peu centralisé quoi aussi. On n'a pas trop laissé le choix aux gens. Quand tu regardes les sociétés de prod en France, il y en a dans d'autres villes, mais je trouve ça dingue avec le nombre qu'il y a à Paris. Plus que la majorité, d'avoir 10% dans d'autres villes, mais c'est effarant et c'est partout le cas. Mais oui, moi je me suis toujours projetée à Paris juste pour ça en fait. Je sais pas si j'aime particulièrement Paris. Je pense que j'aime le fait qu'il y ait énormément de choses à Paris, pas forcément toute la ville. Mais si, moi j'aime bien le brouhaha, ça me dérange pas. Mais dès que tu veux te poser, tu peux pas vraiment le faire, je trouve, dans cette ville. Il y a un truc d'ambiance où tout est un peu urgent. Alors, tout doit aller très très vite, c'est assez particulier. Bon, c'est hyper cliché ce que je dis, genre c'est vraiment ce que tout le monde pense de Paris, je pense. Mais... On retrouve Simon à la barre, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Simon, du coup. C'est quoi votre chanson préférée pour chanter sous la douche? Et ça change constamment. Ouais. Beaucoup. Ah, je crois que je sais. Je pense moi c'est Sir Duke de Stevie Wonder. C'est une musique qui parle en fait. C'est un peu une sorte d'hymne à la musique en soi. Et vraiment ça, à chaque fois je me défoule dessus et c'est des musiques en fait qui me rendent très heureuse, qui me rappellent plein de bons souvenirs. Ça respire l'été, le beau temps et la musique. Je choisirais l'artiste Labyrinthe, celui qui a fait des musiques pour la série Euphoria. Parce que ces musiques transpercent un peu et j'aime trop. Dans la douche ça doit rendre bien quand même, je pense. Voilà.
Moi, je pense que j'en ai beaucoup trop parce que ça change probablement en fonction de ce que j'écoute principalement. Du coup, ça peut aller de la chanson française type Barbara, Aznavour, Jacques Brel, à de la pop contemporaine type Dua Lipa, Olivia Rodrigo, à des trucs découverts un peu au hasard. Donc ouais, ça varie beaucoup. Mais il y en a toujours une. Mais moi je pense que les meilleures chansons pour chanter sous la douche, c'est parce que je regarde et j'écoute énormément de Broadway, ça les gens qui me connaissent le savent. L'intégralité du répertoire de Broadway passe sous ma douche et je pense que mes voisins en ont marre. Faut pas danser, hein, c'est dangereux. Ça glisse. Mais entre du Steven Sondheim et du Lin-Manuel Miranda, je pense que j'ai l'impression de connaître tout par cœur dès que je suis sous ma douche. Ah ouais, faut être à fond. Hein. Et de chanter bien. Ouais, c'est ça. On chante bien sous la douche. Parce que je pense que si t'as cette espèce de caisse de résonance que procure la douche, qui te permet d'avoir l'impression de toujours bien chanter. C'est pas une impression. Moi j'ai une autre question moins fun. Quelle est votre plus grande source de stress ? Je pense que mon plus grand stress, c'est peut-être de pas... on va dire de rechuter. D'une certaine manière, de plus être capable de... Enfin, quand je dis rechuter, ça paraît un peu grave. Peut-être ça l'est. Mais l'idée de ne plus être capable, en fait, de bosser. Enfin, j'ai un rythme de travail qui est très, très, très complexe. Parce qu'à la fois, je suis une grande procrastinatrice, mais à la fois, je fais des projets par-ci, par-là. Et je pense qu'à la fois, je fais autant de choses pour m'empêcher, en fait, justement, de penser à ces choses-là. Mais finalement, c'est peut-être un risque de plus à chaque projet que j'accepte, tout simplement de craquer, quoi. Mais... Tu te rajoutes des trucs tout le temps. Oui, c'est ça. Mais à la fois, d'une certaine manière, ça me rassure. Comme ça, je me dis, ah, mais c'est bon, je suis toujours dans ce flux-là. Je pense. Tout à l'heure, on parlait d'être à Paris et des opportunités que ça nous donnait. Donc, c'est sûr que on en a toujours des opportunités, mais à quel moment ça s'arrête ? Jusqu'à ce qu'on soit satisfait, je sais pas. Pour moi, c'est un peu la même chose, hein, la procrastination. C'est un fléau. Le fait que j'ai des choses à faire et qu'il y ait encore des choses qui se rajoutent et je peux rien faire, je reste là sans rien faire. C'est compliqué. C'est une certaine forme en fait de perfectionnisme quand même. Quelque part, la procrastination, c'est l'idée de se dire, enfin en tout cas dans mon cas, se dire en fait si je veux le faire, il faut que ce soit dans les conditions parfaites. Oui, voilà. Il faut que je sois complètement en phase avec le projet et du coup c'est pour ça que les seules fois où j'arrive à faire quelque chose, c'est parce que vraiment je suis prise d'une passion et que je suis complètement dans un état presque euphorique pour faire la chose en elle-même. Récemment, je me suis retrouvé dans une position où je me suis dit, de toute façon, tant qu'on n'a plus rien à perdre, on y va, on fait, et à la limite, on se foire, et on se prendra un autre mur, c'est pas grave, on va se relever. Et du coup, là, je suis un peu encore dans cette situation-là mentalement, donc je dirais pas que c'est ça. Non, ma plus grande source de stress, et il y a ce truc qui me fait toujours... Tiens, c'est quand même vachement drôle, parce qu'il y a plein de gens qui ont laissé des trucs, ça va être quoi la trace que les archivistes du futur vont archiver de moi. Et c'est une peur qui est très restreinte à ce milieu-là. Mais c'est vraiment un des moments où je me dis ah putain en fait je me mets à faire un truc mais est-ce que ça va rester, est-ce que ça va marquer, et il y a des moments où du coup ça me bloque complètement et après je me rappelle que de toute façon il n'y a rien à perdre et ce qu'on archive nous aujourd'hui je pense que c'est des trucs que les gens n'avaient pas du tout vu venir. Me poser la question de qu'est-ce que je vais laisser après et pour qui, c'est un truc qui me prend le soir et je n'arrive pas à dormir là-dessus et je me mets à écrire sur d'autres trucs et je fais oui mais du coup ça est-ce que oui ou non, et c'est peut-être aussi un truc de perfectionnisme encore une fois hein. On a constamment envie de faire au mieux, mais il y a aussi un rapport à soi où on s'apprivoise aussi en même temps. Du coup au fur et à mesure les stress changent au fur et à mesure du temps et je trouve que les sources de stress qui sont aussi grosses que ça, au bout d'un moment, c'est ce que je disais au début, il faut les laisser un peu dans notre dos et se dire de toute façon on n'a rien à perdre et on verra bien ce que le futur nous réservera. Ma plus grande source de stress, c'est probablement actuellement Télé Sorbonne, qui est du coup l'association dans laquelle je suis et dont je suis coprésident,
parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'on s'est fixé avec Sixtine, qui du coup est coprésidente de l'association, des ambitions et des objectifs qu'on aimerait atteindre, tout en essayant de garder un cadre qui soit plaisant, agréable pour tout le monde et tout. Et en fait, à partir du moment où tu te mets des objectifs, tu te mets des ambitions et tout, bah, ça te stresse si tu as l'impression de pas forcément toujours arriver à tout réussir. Donc ouais, je dirais que c'est ça. Mais c'est pas non plus un mauvais stress, quoi. C'est pas un stress paralysant. Je pense qu'on vit les stress différemment. On en a déjà parlé de toute façon, Pierre, mais on vit les stress différemment. Mais c'est pas une source d'angoisse, c'est plus une source de stress. L'angoisse peut être plus paralysante pour moi. Ouais, je vois. Je sais pas si la distinction, si pour vous, elle a du sens, cette distinction entre stress et angoisse. Le stress, c'est vraiment quelque chose, on va dire, de continu. Non, quoique. Non, enfin... Non. Ça va alors... oui. Tandis que, j'ai l'impression que l'angoisse, c'est quelque chose qui dort plus au fond et qui peut tout d'un coup apparaître, tandis que le stress, peut-être ça peut parfois être sur une période plus courte que du coup une angoisse. Du coup, ça a, on va dire, moins d'importance sur notre vie, mais qu'on va un peu plus ressentir. Ouais, l'angoisse, ça vient tout de suite d'un coup. Ouais. C'est beaucoup plus fort, ça. Je trouve. Je pense qu'on parlerait plus d'anxiété si on parle d'un stress qui est beaucoup trop long. Une question que je trouve pas mal, c'est quel est le conseil que tu donnerais à ton moi plus jeune? Elle est trop belle cette question. Moi, je lui dirais pète un coup, bonhomme. Ah, par pitié, pète un coup. Hein. Tu respires. Ok, donc c'est qu'il y a du mouvement, donc c'est que t'es en vie. Moi, ça va. Ça, c'est pour le moi plus jeune d'il y a quelques années, d'il y a quelques mois, moi, d'il y je a pense quelques que le moi semaines. plus jeune de tout le temps, genre. De tout le temps. Je lui conseillerais sans arrêt en ce moment de péter un coup. Il y a 4-5 heures. Et juste de se faire confiance, parce qu'il y a beaucoup de moments où j'ai douté pour des conneries. On nous demande quand même assez jeune de choisir une voie dans laquelle on va et de choisir ses études. J'ai fait un bac scientifique, j'ai fait une prépa lettres, j'ai fini en lettres, en littérature. Maintenant, je suis dans l'archive audiovisuelle. J'ai bougé, j'ai fait des choix qui n'avaient aucun sens. Il y a des moments où j'avais envie de tout faire et je me rends compte que, en fait, à un moment, on pourra peut-être tout faire et que juste de s'écouter sur le moment et pas de constamment avoir les yeux rivés vers le futur ou au contraire, qui est un sentiment que j'ai appris à détester, qui s'appelle la nostalgie, d'avoir constamment les yeux tournés vers le passé et juste de regarder un peu le moment présent. Ce serait un conseil que je me donnerais à moi-même parce que tu rates tellement de choses si tu veux juste être constamment, si t'es dans le fait que tu te dis oui, mais si maintenant en fait le moment que je passe maintenant est bien, mais il va me manquer dans 15 minutes, oui, mais c'est un peu tout le but de la futilité d'un moment. Et donc je me dirais vraiment juste pète un coup et profite. Et regarde, t'as des potes, tu t'amuses, tu rigoles, tout va bien. On peut faire des podcasts et être posé comme ça pendant 3 heures, c'est super sympa aussi. Ouais, s'écouter et profiter, quoi. Moi, je dirais à peu près la même chose, puisque quand j'étais petite, j'étais quelqu'un d'assez réservé, de timide aussi, et j'ai raté plein d'occasions à cause de ça. Du coup, je me dirais à moi-même, quand j'étais petite, que d'arrêter de stresser pour rien, puisque je me rends compte que la vie, elle est assez courte, hein. Pour moi, quand j'étais petite, quand je voyais l'âge 18 ans, je me disais waouh, c'est grand, ça va prendre beaucoup de temps. Mais en fait, j'ai déjà 18 ans, donc c'est passé vite. La suite est rapide aussi. Moi, je dirais pour le coup de plus s'ouvrir émotionnellement, je pense, ou plus rapidement. D'être plus... au début du podcast, je crois, c'était Elisa qui disait d'être plus in touch avec ses émotions. Non, mais vraiment, de plus accepter de s'ouvrir aux autres aussi sur ses émotions et d'accepter qu'on puisse en avoir et qu'on puisse être submergé par elles. Je pense que j'ai des réponses, on va dire, qui tournent un peu au même des sujets. Pareil, moi aussi, c'est dans le relationnel. J'ai vraiment 2 conseils, je pense, que j'aurais envie vraiment d'imposer, en fait, à mon plus petit moi, parce que vraiment...
je pense déjà, pas forcément de plus faire confiance aux personnes, parce qu'aujourd'hui, je fais vraiment confiance aux personnes, mais plus d'arrêter de donner, en fait, tout mon être à des personnes qui en profitent, finalement. Je pense que, justement, c'était dû à, finalement, un problème de confiance en soi, et je pense que l'autre conseil que je me donnerais, c'est d'arrêter de constamment me donner... Enfin, quand j'étais plus petite, vraiment, ça a commencé, mais je devais avoir 7-8 ans. Et à chaque fois, à chaque âge qui arrivait, je me disais, il faut que tu sois meilleur. Pourquoi tu as cet âge? Alors qu'à chaque fois, tu grandis, mais il faut que tu sois meilleur que ça à cet âge, parce que du coup, la musique classique, c'est vraiment un milieu avec tous les prodiges, toutes ces choses-là, de se dire, ok, j'ai du talent, mais si je veux vraiment avoir ma place, en fait, il faut que je me batte. En plus, je joue d'un instrument majoritairement masculin, donc c'est encore plus compliqué d'affirmer sa place en tant que femme et que fille surtout. Peut-être finalement moins mettre cette pression-là sur l'idée que je grandisse et que mon talent en fait il va pas me quitter comme ça du jour au lendemain et que j'ai tout autant ma place, j'ai pas besoin pour ça d'avoir gagné 10 concours, d'être meilleure que tel ou tel, d'être dans tel conservatoire, avoir fait ceci, cela, enfin j'ai 10 ans, c'est bon. Vraiment, ouais. J'ai une autre question dans la liste qui est quelle est ta plus grande qualité en tant qu'ami? Une réponse qui du coup a un peu du lien avec ce que je disais jusqu'avant, c'est que je fais assez vite confiance aux personnes. C'est vrai que comme ça on peut se dire ça peut être dangereux pour soi, mais justement en fait si je fais confiance aux gens, c'est que je pense qu'il y a une part de confiance en moi qui fait que en fait si je partage des choses qui sont personnelles, c'est parce que voilà, même si elles m'appartiennent et que la personne finalement elle peut en faire un peu ce qu'elle veut en fait des informations que je lui donne, en fait ça reste mon récit, pas le sien. Et je pense que c'est surtout une question oui, je fais confiance aux personnes parce que c'est comme ça aussi que j'arrive à finalement à me rapprocher des gens, parce que ça ouvre plein de sujets et on se rend compte que en fait t'approches quelqu'un, peut-être que la personne ne va pas s'ouvrir en retour ou pas, mais souvent ça permet de créer des liens très forts et je pense que c'est ça ce que j'aime avec les gens, c'est justement cette ouverture. Moi, je dirais que je suis à l'écoute, on va dire. Comme je vous ai expliqué juste avant, je parle pas beaucoup et tout. Du coup, j'écoute beaucoup plus les autres, je suis à l'écoute. Et souvent, mes amis ils me le disent, du coup, ils me le font remarquer, que c'est trop bien, t'écoutes les gens et tout, c'est trop bien, j'aime trop. Mais du coup, ça a des mauvais côtés aussi, parce que quand moi, j'ai besoin d'être écoutée, je vais me dire que j'aurais aimé qu'il y ait une moi qui m'écoute, pouvoir dire tout ce que j'ai envie. Et on retrouve Apolline. Et bonjour. Par rapport à tout ce qu'on a dit, quel est le plus grand obstacle que vous avez surmonté? Moi, je pense, et je pense que c'est pas d'ailleurs surmonté encore à 100%, mais c'est de me faire confiance. Je pense que c'est pas forcément un seul événement qui a eu lieu dans toute ma vie, mais je pense que c'est un processus de réussir à me dire que j'ai des qualités, que je peux être aimée, je peux être considérée par les gens autour de moi, qui a été une grande problématique pendant très très longtemps. Le fait de n'avoir que très peu d'estime et de confiance en moi, qui je pense sont des choses différentes, mais que j'avais vraiment pas forcément. Et je pense que mon plus grand obstacle, ça a été à réussir à apprendre qu'on pouvait voir en moi des choses que moi je voyais chez les autres. Et d'accepter que moi aussi je méritais du bonheur et du positif, etc. Parce que moi je donne beaucoup, donc j'ai tendance à voir énormément de qualités chez les gens que j'aime, chez mes proches, chez mes amis. Et c'est vrai que je pense que c'est un peu une problématique commune quand il s'agit de nous-mêmes. On a un peu plus du mal, et je pense que ça a été ce processus de se faire confiance et de faire en sorte de peut-être apprivoiser un peu ses émotions qui, je pense, a été un grand obstacle, parce que ça joue dans toutes mes relations actuelles. Je pense que oui, après je sais pas si j'arriverai à donner une réponse, on va dire, concrète, mais c'est vrai que le fait d'avoir été déjà déscolarisée dans mon parcours, enfin un âge où voilà, on est obligé d'aller à l'école, et je pense que même aujourd'hui avec ça fait peut-être 4 ans, 5 ans, j'ai quand même, malgré le recul, j'arrive toujours pas à donner en fait vraiment des mots
j'ai pas vraiment des mots à mettre sur la situation dans laquelle j'étais, mais je pense que l'obstacle pour moi c'était vraiment du coup finalement d'affronter la réalité. On va dire, j'étais vraiment dans un déni complet en fait, parce que je souffrais finalement de dépression et de boulimie. Et vraiment, je pense qu'en fait, l'obstacle, ça a vraiment été de me confronter à la réalité du monde, de pouvoir refaire confiance au monde et de rencontrer en fait des personnes. Parce que pendant un certain moment, du coup, j'ai perdu toutes mes amies. Et ensuite, pour se reconstruire, il faut aussi faire des rencontres. Et moi, je refusais en fait on va dire, j'avais peur en fait de devenir un poison pour les gens parce que d'autres l'ont été pour moi. Et je pense que ça a été ça mon plus gros obstacle et que finalement, je pense que c'est une fierté, même si ça me poursuit toujours. Je veux dire, je reviens de loin et finalement, je pense que si je m'en suis sortie aussi, c'est peut-être parce que voilà, j'ai été accompagnée. Mais c'est surtout par mon propre gré et parce que j'avais justement des choses derrière tout ça qui faisaient que j'avais une volonté en fait d'aller mieux. Mais je pense vaincre mes démons. Le grand obstacle là, que j'ai dû traverser, pour moi, j'ai pas encore traversé de grand obstacle. J'ai encore un moment de ma vie où je profite et tout se passe bien pour l'instant. J'espère tant mieux. Ça va se passer. On va pas te souhaiter le contraire. Mais après, j'ai connu des périodes un peu plus compliquées. Parce que la santé, du coup, c'était un peu important. C'est pas donné à tout le monde, mais je m'en suis sortie. Du coup, ça a bien fini. Ça permet de se rendre compte aussi de la valeur des choses qui t'attendent. Comme toi, par rapport à tes expériences passées aussi, je pense que le fait de vivre des choses compliquées en étant jeune, c'est à double tranchant. Parce qu'à la fois, c'est hyper compliqué, parce que c'est à une époque où tu te construis. Et du coup, forcément, tu es en pleine évolution. Mais en même temps, je pense que ça permet aussi de se dire, d'accord, là, j'ai vécu telle ou telle expérience traumatisante ou compliquée. Maintenant, j'ai 18, 19, 20 ans, j'ai envie de voir les choses différemment et je pense qu'on apprécie plus facilement les petites choses de la vie quand on est passé par des grosses... Je suis quelqu'un de très optimiste et je pense que c'est justement, malgré que finalement j'ai vécu des choses qui ne le sont pas, derrière, heureusement, j'ai toujours eu au fond de moi de l'espoir. Voilà, et la lumière, je sais qu'elle existe. Moi, j'ai une question à vous poser, justement, qui, je pense, va clore aussi tout ce débat-là. Oui, ce sera vraiment la dernière question, on a 2 minutes. Quelle est la chose la plus importante que vous ayez appris sur vous-même cette année ? Parce que là, on est encore en début d'année 2024. Donc, qu'est-ce qui, à l'échelle 2023, est une chose que vous avez pu apprendre ? Moi, je dirais que c'est le fait que j'ai pu me débrouiller toute seule. Que, justement, comme je disais avant, que j'étais très timide... J'ai pu, grâce à l'université, du coup, découvrir de nouvelles personnes et ça m'a beaucoup aidé à moins me sentir stressée et oppressée. Cette idée de parler avec d'autres personnes, on va dire. Regarde, en 2024, tu fais un podcast avec des gens que je ne connais pas, donc finalement... Moi, je pense que c'est quelque chose que finalement... ça m'est venu à l'esprit. En réalité, de plus en plus... depuis 2022, j'ai vraiment eu un déclic. Et en 2023, j'ai vraiment compris en fait que j'étais du coup extravertie. Et c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi parce que pendant très longtemps, je me mettais énormément de pression. J'avais très peur finalement de l'autre et je me mettais beaucoup de pression. Je me disais mais quand est-ce que j'arriverai à me faire des amis ? Quand est-ce que j'arriverai à parler aux autres, à me sentir à l'aise ? Parce que j'étais complètement renfermée et j'arrivais même pas à rigoler aux blagues des autres parce que pour moi, chaque geste en fait voulait dire en fait j'ai envie d'être intégrée. Mais à la fois, je pense que c'est plus un rapport finalement à moi-même qu'aux autres qui posait le souci. Et je pense que finalement, j'ai eu ce déclic de me dire en fait, les gens sont pas si effrayants que ça. Et j'ai réalisé que en fait, j'avais ma place. Je pense c'est surtout ça. Que je savais où est-ce que je dois être et que j'ai confiance en du coup même mes projets, etc. Et que j'ai réalisé que
Ouais, voilà, je suis là où je dois être. Et du coup, c'est ce qui conclut nos quelques heures d'enregistrement de podcast. Merci les filles d'être venues à nos micros. C'était hyper agréable de parler avec vous. On espère que ça vous a plu. Ah bah oui, Merci à vous. super. Ah, moi j'adore. Et vous, auditoristes, on espère que ça vous aura plu d'écouter ce podcast réalisé à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dans le campus de Saint-Charles, en partenariat avec Qu'importe. Elisa, si tu veux redire un petit mot dans le micro, on te laisse la parole. Merci de m'avoir invité, c'était vraiment une chouette expérience. Et on espère que vous aurez envie d'écouter d'autres podcasts Télé Sorbonne. Et n'oubliez pas de checker le Instagram de Qu'importe, donc @Qu'importe, et notre Instagram @Télé Sorbonne. Surtout, à bientôt pour de nouvelles aventures. Surtout, prenez soin de vous. Salut! Salut!